On a vu quand même une évolution qui s'est faite ces dernières décennies. Avant, on pouvait avoir des emballages en plastique plus épais, plus marketés aussi. Et là, on voit bien qu'ils cherchent quand même à rendre la chose un peu plus cartonnée. C'est pas ils cherchent, c'est on leur impose de chercher des solutions et donc ils en trouvent. Les fast-foods ont inventé le côté jetable dans une période où il n'y avait pas assez de problématiques environnementales. Ça a contribué à avoir des coûts plus faibles et donc à être un leader, etc. Et maintenant qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas si génial que ça de jeter un truc après avoir utilisé qu'une seule fois, on leur réimpose des conditions environnementales, ce qui fait qu'ils reviennent, ça ressemble de plus en plus à un restaurant normal. Je pense qu'il ne faut pas négliger le mérite de, finalement, nous, peuple, notre conscience environnementale. Ça se traduit par des prises de position, puis des lois, des directives, etc. Et je pense que cette force-là, il ne faut pas la négliger. L'énergie fait tourner le monde. Mais qui fait tourner l'énergie? Bienvenue sur Courant, le média qui fait parler de ceux et celles qui construisent l'énergie. Le média qui part à la rencontre de celles et ceux qui construisent l'avenir énergétique. Entrepreneurs, dirigeants, experts, personnalités politiques, investisseurs, industriels, élus, innovateurs. Nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui imaginent, financent, développent et déploie les solutions qui façonnent le monde de demain. Parce que derrière chaque projet, chaque innovation et chaque décision, il y a des parcours, des convictions, des succès, des échecs et donc des enseignements qui méritent d'être partagés. Notre mission est simple, rendre l'énergie plus compréhensible, plus accessible et plus humain. Je suis Fabien Pascaud, bienvenue sur Courant. Et voici leur histoire. Bonjour à tous, donc vous êtes bien sur le média Courant de Fabien Pascaud. On est aujourd'hui accompagné de Bruno Lestrade qui va nous apprendre énormément de choses, qui a un vécu très large sur le pétrole, les énergies, tout de manière générale. On va pouvoir approfondir avec lui, qui est un expert du coup avec nous. Je vais le laisser se présenter juste après. Moi, je vous reprécise juste, n'hésitez pas à enregistrer la chaîne, à laisser des commentaires aussi, des questions que vous pourrez poser à Bruno ou à moi. On pourrait aussi prendre le temps d'y répondre, et notamment des personnes que vous souhaitez que j'invite. En tout cas, enregistrez la chaîne, suivez-nous, et ça va nous permettre d'inviter encore plus de personnes. Voilà Bruno. On est aujourd'hui ensemble pour parler justement des énergies de manière assez générale, puisque tu as des connaissances très démultipliées. Et du coup, je vais te laisser te présenter à notre public. Déjà, merci Fabien pour l'invitation. On va voir à quel point on arrivera à couvrir tout le spectre que tu as décrit en introduction. Je vais essayer d'apporter en tout cas un peu de lumière par rapport à mon expérience. Effectivement, j'ai la chance d'avoir une formation académique d'ingénieur procédé, ingénieur chimiste, mais d'avoir dès le début de ma carrière travaillé effectivement dans le monde du pétrole et du gaz. Et ça m'a amené à travailler dans différentes entreprises, que ce soit dans le enfin, de façon générale dans le monde de l'énergie ou de l'industrie lourde. Moi, j'aime bien parler de cette industrie souvent qui a une mauvaise image, cette industrie un peu crasse, qui fait du bruit, qui sent pas bon. Moi, j'y ai passé plus d'une vingtaine d'années absolument merveilleuses. J'ai été voilà, ébahi par les machines, par les hommes, les femmes qui les font tourner. Et par ce lien par rapport à notre société. Souvent, aujourd'hui, on est dans des sociétés un peu décorrélées de la production. Ouais. On est très décorrélé de notre secteur agricole. On est très décorrélé aujourd'hui, ou très détaché du secteur industriel. C'est une évolution qu'on voit avec le temps, à tel point que du coup, des personnes vivent mal d'avoir des usines à côté d'eux ou de nouvelles usines qui viendraient s'implanter. C'est un peu moins vrai dans les territoires qui en ont déjà. En tout cas, voilà, moi, j'ai grandi dans ce monde-là. Je suis issu d'une famille qui vient de l'industrie et donc j'y ai continué. En tout cas, j'ai commencé ma carrière là. Oui. Et moi, j'ai trouvé ce secteur, au sens très large du terme, absolument passionnant. Donc voilà, donc j'ai travaillé, je ne sais pas si tu veux qu'on détaille dès maintenant, mais j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, dans plusieurs secteurs, pétrole, sidérurgie, déchets, chimie inorganique, toujours avec un biais relatif à l'énergie. Et aujourd'hui, dans une entreprise qui est toujours dans l'industrie, mais qui est cette fois-ci au service des industriels, puisque je travaille en tant qu'expert défossilisation de l'industrie, c'est assez logique vu mon parcours, pour Natran, qui est un opérateur de transport de gaz à l'échelle de la France. Il y a 2 opérateurs en France. Pareil, un acteur qui n'est pas connu du grand public généralement, on est plus connu des industriels. Mais donc on opère les gros tuyaux qui transportent aujourd'hui le gaz naturel, demain le biométhane, à l'échelle donc du territoire. Et j'ai aussi, c'est important de le signaler pour tes auditeurs, une autre casquette. Je suis
au sein de mon syndicat, donc la Fédération nationale mine énergie, qui est le syndicat de la CGT qui spécifique au secteur de l'énergie et des mines. Très bien, Et pour ce syndicat, je suis mandaté pour les représenter au sein du Conseil supérieur de l'énergie, génial. qui est en France l'instance qui réunit des organismes, enfin des parties prenantes de l'énergie pour aider l'administration à écrire les arrêtés et les décrets en lien avec le secteur énergétique. Donc on a un rôle consultatif, évidemment, Ouais, mais ça permet à l'administration de tester ces textes parce qu'elle n'est pas à l'abri d'avoir fait une coquille, de ne pas avoir vu un effet de bord, etc. Et donc nous, experts, entre guillemets, chacun dans notre domaine, on lui dit, c'est bah, ça. le texte pourrait être mieux écrit, ou attention, il va se passer ça. Et après, eux prennent la décision, évidemment, politique, de dire, bah, merci, mais on l'écrit quand même comme ça, ou merci, on n'avait pas vu, et on corrige. Voilà, c'est consultatif. Parfait. Mais Ouais, ça me ouais. permet, du coup, d'embrasser une certaine diversité de tout le secteur énergétique, et qui est très complémentaire par rapport à mon métier que j'exerce chez Natran. C'est ça. Et c'est vrai que donc tu m'avais expliqué déjà un petit peu tout ça, et c'est important de le réexpliquer aux auditeurs parce que finalement, on comprend que tu as démarré bien avant les énergies renouvelables, Ah en oui, oui. quelque sorte, et que tu as vu toute cette évolution se faire depuis des décennies et là quelques années encore, l'évolution se faire justement par rapport à ça. Je vais prendre une anecdote. Quand je suis rentré dans l'école, dans ma dernière école d'ingénieur, parce que j'ai fait 2 écoles d'ingénieur, la deuxième, c'est celle qui s'appelait à l'époque Pétrole et Moteurs, Ouais, aujourd'hui qui est l'IFP School, où j'ai eu la oui, chance d'ailleurs d'enseigner un cours sur les énergies renouvelables non électriques. génial. Mais à l'époque, en tout cas, donc le cycle s'appelait raffinage ingénierie gaz. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, il s'appelle énergie et procédés. Tout est dans le titre. Mais c'est très vrai. C'est-à-dire que le contenu a beaucoup évolué. Mais donc, encore une fois, à l'époque, on se place en 2003. On a un professeur qui nous rassurait en disant mais ne vous inquiétez pas, il y avait quand j'ai fait ces études-là, il y avait encore 50. On disait qu'il y avait que 50 ans de pétrole. Aujourd'hui, on est 40 ans plus tard. Il y a toujours 50 ans de réserve de pétrole. Donc l'air de dire ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours travailler dans l'énergie pétrole demain. La perspective des énergies renouvelables n'était même pas évoquée. La Ok, façon dont peut-être le pétrole s'effacerait au profit des énergies renouvelables n'était pas le sujet. Le ouais, sujet, c'était de dire ne vous inquiétez pas, votre formation vous servira dans la durée. ouais, En ceci, il a parfaitement raison. Pétrole ou pas pétrole, les métiers auxquels on a été formé dans cette école-là, aujourd'hui, mes anciens camarades de promo continuent d'exercer et pas forcément dans le pétrole. Parce que quand on apprend ce qu'est un procédé industriel, Mhm. moi en l'occurrence, lorsque j'ai eu la chance de travailler sur la première usine de biodiesel qui n'était pas en compétition avec l'alimentaire, Oui, qui était sur du recyclage de déchets, mhm. c'est des procédés chimiques et industriels les mêmes que des procédés pétroliers. C'est des réactions de transestérification, voilà, c'est des réactions chimiques avec des problèmes de mécanique de fluide, de transfert. Voilà. Ouais. Que ce soit bio ou pas bio, c'est la même science derrière. Oui, c'est ça, ouais. Donc Ouais, on a ouais. bien effectivement une formation scientifique académique au départ qui était Ouais. dans un contexte d'énergie fossile Mhm. et qui s'applique aujourd'hui aux énergies renouvelables ou à toute forme d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les programmes, par contre, s'adaptent aujourd'hui. Les perspectives pour ces étudiants-là, aujourd'hui, bah, ils ont conscience que l'avenir n'est pas que dans le raffinage de pétrole. On a besoin de raffineurs de pétrole aujourd'hui, puisqu'on a toujours besoin de produits raffinés. Les raffineries de pétrole sont en train d'évoluer. Elles s'appelleront bioraffineries demain et elles n'ont rien à voir avec les raffineries que moi j'ai appris à l'école. Mais il y a d'autres métiers qui sont apparus depuis. Et tu le disais, effectivement, la transformation du secteur. Quand je suis arrivé, au début, j'ai commencé ma carrière chez Total. Alors, à l'époque, Total Fina Elf. Ouais, Depuis Total Énergie, bref, ouais, ils ont ouais. changé de nom plein de fois. Total se lançait à peine Ouais. dans l'énergie solaire à l'époque aux États-Unis. C'était tout nouveau pour eux. Ok, ouais, Et ouais, on ouais. a vu ces énergies renouvelables arriver dans les grands groupes en Oui. même temps que en France, EDF et Gaz de France, GDF, étaient comment dire, séparés. Leurs activités étaient séparées. C'est une volonté de l'Europe de séparer l'activité de production, de distribution, de fourniture. Mhm. Et donc des grands groupes comme EDF et Gaz de France, qui au départ étaient l'un électricien, l'autre pur gazier, bah, se sont mis aussi à faire d'autres choses. Engie notamment est venu sur l'électricité. Engie a racheté via une fusion avec Suez, je crois, du nucléaire en Belgique. Bah, c'était pas intuitif que Gaz de France exploite des centrales nucléaires. Bon. De l'hydraulique aussi. Enfin voilà, donc on voit tous ces groupes qui se disent de l'énergie, enfin qui sont du secteur énergétique, qui ont dû évoluer aussi, et certains allaient dans telle ou telle énergie renouvelable, et donc évoluer. C'est ça, ouais. Ce qui fait que tout le monde est un petit peu obligé de travailler ensemble finalement. Mm. Et ça, c'était un petit peu par obligation. Tu as été dans les époques où le pétrole était quand même roi
entre Ah guillemets. oui, oui, oui. Complètement, enfin, on voyait que ça. Moi, je me souviens, bon, j'étais beaucoup plus jeune, toi aussi d'ailleurs, non, par la logique des choses, mais c'est vrai que on ne voyait pas du tout cette énergie renouvelable arriver. On était le pétrole à fond, enfin, il y avait l'essence, il y avait le gasoil, etc., à des coûts aujourd'hui qui étaient nettement inférieurs. Mm. Et justement, on voit bien que là, la tendance se change. Tu vas me confirmer ça, je pense. Et est-ce que c'est justement cette stratégie de monter le coût des carburants, est-ce que c'est lié aussi par rapport à cette transition écologique qui est un peu forcée par la politique, ou comment tu vois les choses par rapport à ça? Je vais être un peu provocateur parce que quand on dit que les carburants coûtent cher, bon, moi en tant que citoyen, je trouve qu'ils coûtent trop cher évidemment, mais il faut quand même vous rendre compte qu'à la pompe, quand vous êtes à 2 € le litre, vous êtes encore moins cher qu'une bouteille de soda d'1,5 litre. C'est vrai. Alors que l'apport en termes de ne serait-ce que de calories Oui, est radicalement différent. Un litre d'essence a un contenu calorique totalement disproportionné par rapport à un litre d'un soda gazeux que je ne citerai pas pour pas faire de pub. ça c'est vrai. Donc, tout est cher. Oui, il est très cher par rapport à, son coût réel de production, puisqu'en France, il est extrêmement taxé, mais dans tous les pays développés, de façon générale, il est taxé. Ouais. Quand on achète un litre d'essence en Égypte, c'est pas du tout le même prix, même quand on fait les conversions de devises, etc. Bon, après, il est subventionné, c'est autre chose. Mais donc, cette notion de cherté est très relative. Il est cher par rapport à là d'où on vient. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ce à quoi on s'est habitué. Mais est-ce qu'il est encore assez cher pour déclencher une transition énergétique? Parce que le vrai problème, tu parles du pétrole et des rois. On avait du mal, en tout cas à l'époque, à envisager d'autres solutions. Alors, pas chez les scientifiques qui avaient anticipé le réchauffement climatique. Quand on regarde les différents rapports, on est capable de remonter au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens scientifiques qui avaient analysé très froidement, qui avaient dit on va dans un mur, il y aura un problème. Le problème, c'est que ça n'a pas distillé vers la population générale, dont moi, à 20 ans, je fais parfaitement partie. J'ai beau être dans un cursus scientifique, je suis comme n'importe qui, j'ai accès à une certaine quantité d'informations. Ouais. Pour tes auditeurs, je rappelle le contexte. Internet arrive en France à peu près à la fin des années 90. Ouais, c'est ça. Donc à l'époque, la source d'information, c'est la bibliothèque municipale. Ouais. C'est pas du tout le même champ de connaissances qu'on a aujourd'hui. Il faut quand même se remettre dans l'époque. Donc on a du mal à imaginer effectivement autre chose. Il faut quand même avoir en tête que quand on parle de transition énergétique, Oui, on n'a pas, ça c'est pareil, on avait un professeur qui nous disait, on n'a pas quitté l'âge de pierre faute de pierre. On a quitté l'âge de pierre parce qu'on a trouvé mieux. c'est ça. On a quitté l'ère des chaufferies biomasse, puisque on oublie aussi, mais avant on se chauffait au bois, parce qu'il n'y Ouais. avait que ça. Ouais. Alors Ouais. au bois et à la force animale, hein, quand on avait l'étable au rez-de-chaussée et la pièce d'habitation au-dessus, on se chauffait en fait avec les bêtes, Mhm. mais ça reste de la biomasse dans le sens où les bêtes mangeaient le foin qui venait du champ, etc. Bien sûr. Donc on était en énergie renouvelable. On a quitté cette ère-là pour passer au charbon, Oui. parce que c'était plus dense et plus facile. Ouais. Et on a quitté le charbon. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, on s'est mis à surconsommer du bois au moment où on a découvert le charbon, Mhm. alors qu'on arrêtait de consommer du bois pour se chauffer, mais pour exploiter les mines de charbon, qui Oui. avaient besoin de bois Oui. pour les étés. Donc, c'est pas donc quand on parle de transition et d'empilement des énergies, Mhm. c'est très très vrai avec cette transition bois-charbon, Oui. où le bois a servi à exploiter le charbon. Ah ouais. Et on a le même débat aujourd'hui sur le pétrole, c'est combien d'énergie il faut rapporter en tonnes d'équivalent pétrole pour sortir une tonne d'équivalent pétrole. Ouais. Parce que Ouais. si on en arrive à dépenser plus d'énergie qu'il n'y a d'énergie, on peut quand même commencer à se poser la question de la rentabilité. C'est ça. C'est pas forcément bête si on a accès à une énergie, je sais pas, électrique décarbonée infinie et qu'on a absolument besoin de cette dernière tonne de pétrole pour faire un médicament qu'on ne sait pas faire autrement. Mhm. Là, ça peut se comprendre. Tout à fait. Ouais. Mais si c'est dépenser de l'énergie qu'on aurait pu mettre dans un moteur pour sortir un pétrole qu'on va de toute façon mettre dans un moteur, Oui. là, il y a un moment, il faut regarder. Et donc, le pétrole est venu remplacer le charbon parce Ouais. qu'à nouveau, il était encore plus facile à mettre en œuvre, à raffiner, à transporter, etc. Encore plus dense énergétiquement, plus facile à mettre dans un moteur que du charbon. C'est compliqué, pelleter. On a tous les images de la, pas la SNCF, mais ferroviaire, ouais. du ferroviaire où il Ouais. fallait pelleter. Et donc, toute la difficulté. Donc, derrière cette notion de cherté, en fait, c'est plutôt cette notion de facilité. Je pense qu'il est difficile, il est historiquement difficile, et il est encore difficile aujourd'hui d'imaginer la transition énergétique parce qu'en fait, on sort de nos zones de confort. C'était pas cher, abondant, facile à mettre en œuvre, et en plus de notre situation, nous, de citadins, c'était de la pollution importée. C'est-à-dire que la pollution, le côté un peu l'exploitation pétrolière n'est pas toujours nickel à travers le monde. Il y a des majors Bien qui sûr. font du bon travail, il y en a d'autres qui en font du moins bon. On n'est pas là pour faire du name and shame, mais voilà, Mm. ça a un impact environnemental. Mais toute la part de l'impact environnemental du pétrole est généralement dans des pays autres. Donc nous, c'est confortable ici. Ah ouais, c'est ça. On n'a pas à la production. Et les ENR aussi, quand on vient parler de transition énergétique, on parlait avant le début de l'enregistrement parfois du rejet de la population.
Quand il s'agit de mettre des éoliennes et des panneaux photovoltaïques là, devant chez toi, c'est autre chose. C'est vrai. Ça a beau être écolo, etc. Là, c'est devant chez toi. Alors que le puits de pétrole à l'autre bout du monde, bah, loin des yeux, loin du cœur. C'est ça. Et donc, c'est là aussi où on voit que cette problématique de transition énergétique, elle vient nous challenger sur le prix, l'accessibilité, le fait que maintenant, c'est devant ta porte. Et tout ça, c'est pas simple. Ouais. Et si on rajoute en plus souvent un oublié dans le débat politique, qui est la notion finalement de sobriété, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc ça veut dire de ne pas consommer dans une société dont on dit qu'elle est de consommation. Oui. Donc là aussi, dissonance cognitive chez les gens, à qui on dit, à qui quelque part la publicité, le marketing, toutes les entreprises qui se vendent disent consomme, 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 C'est ça. existent au travers de posséder telle ou telle marque, Ouais. mais et d'autres qui non mais consomme pas trop, les ressources sont limitées, etc. Et là, l'être humain lambda, c'est pas simple. Ben non. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens voient cet aspect, l'écologie punitive, etc. C'est pas qu'elle est punitive, c'est juste qu'elle vient les heurter dans tout ce qu'on leur a dit jusqu'à présent. Il y a un réel conflit, effectivement, et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand ça arrive devant chez toi, tu fais pas la même tête que quand tu sais que voilà, c'est une bonne énergie et que derrière tu dis bah oui, il faut la promouvoir. J'ai eu le cas moi, sur le terrain où il y a beaucoup d'agriculteurs qui avaient des projets éoliens qui étaient pas très loin. Bah, ils étaient pas très contents. Mais en même temps, derrière, il y a des choses qui s'expliquent parce que quand la terre elle est mal faite et qu'elle arrive dans le bâtiment des animaux, les animaux, voilà, ils subissent et ça, c'est vrai que ça gagne pas de l'agriculteur. Il y a tout un réel sujet là-dessus. Et tu l'as dit, quand avant c'était le pétrole qui était loin, loin, loin des yeux, loin du cœur, là aujourd'hui ça revient vers nous. Oui, il y a des réels conflits politiques et d'intérêts même citoyens sur ces sujets. Et c'est ça la difficulté qu'on a un petit peu aujourd'hui à transmettre. On ne sait pas trop comment ça va se développer. Et d'ailleurs, j'aime bien parler de complémentarité avec les énergies. Est-ce que, selon toi, donc là on parle des énergies renouvelables, donc tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui va être éolien, tout ce qui va être même au niveau hydraulique, etc. Pour toi, le pétrole, on ne pourra jamais le supprimer ou c'est quelque chose qui peut être supprimable? On n'a jamais autant consommé de charbon que l'année dernière. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le savent. À travers le monde, hein, évidemment, pas en France. Bien sûr, ouais. À travers le monde. Ouais, ok. Alors, je me trompe peut-être d'une année ou deux, mais globalement, Ouais. la consommation de charbon dans le monde n'a jamais diminué significativement. Ok. Alors que dans le même temps, on n'a aussi jamais autant consommé de pétrole qu'à l'année dernière. Donc, c'est assez compliqué, quand Ouais. on a des chiffres sous les yeux, d'imaginer un monde où on aurait enfin réussi à ne plus utiliser ces ressources fossiles. C'est ça. Donc, j'aimerais te répondre oui. Honnêtement, moi, mais je pense que si on veut être raisonnable, et je dis pas ça dans le but de pousser la consommation d'énergie fossile, qu'on vienne pas me chercher, c'est pas ça. La question, c'est quand on essaye d'écrire, et je pense que même l'administration aujourd'hui, quand elle écrit une SNBC 3, elle essaye toujours d'avoir cet angle de vue, de dire, OK, il y a l'objectif, il y a le chemin. Oui. Déjà, il faut arriver à trouver un objectif qui soit raisonnablement atteignable, et ensuite, il faut écrire le chemin. Et le plus dur va être d'écrire le chemin. Mais déjà, là, on parle de l'objectif. Ouais. Il faut bannir intégralement une énergie paraît compliqué. Surtout que, quand on parle de l'énergie pétrole, en l'occurrence, Oui. souvent, il est vu sous l'angle de la pompe, Mhm. mais ça n'est qu'une fraction du pétrole qui est consommé dans le monde. Le pétrole irrigue quasiment l'entièreté de notre société. Là, on est dans un studio, je pense qu'il n'y a pratiquement aucun objet qui ne contienne pas du pétrole. Oui, c'est ça. C'est que nous, on le voit au niveau de la pompe à essence. Enfin, C'est là où les c'est plus citoyens visuel. lambda, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que c'est dans toute la fabrication. On en parlait même. Alors, tu vas peut-être me dire que c'est peut-être une bonne réponse. Mais on en parlait il y a quelques années dans les chewing-gums. Oui, Voilà. les chewing-gums, oui. Donc, En fait, alors là, c'est le chimiste qui parle, on est des êtres carbonés. ouais, On est fait de carbone, d'oxygène, d'azote, d'hydrogène. bien sûr. C'est nos quatre atomes de base. C'est vrai. Et tout ce qu'on fabrique autour de nous est essentiellement carboné. Ouais. Pas que, c'est aussi minéral, mais c'est minéral et carboné. Mhm. Minéral, ça va être la pierre, le sable, etc. Mhm. Et carboné. Mhm. Le plastique est carboné, nos médicaments sont des molécules carbonées. Ouais. Toute la pharmacologie est basée sur des molécules carbonées. Alors, elles ne sont pas toutes d'origine fossile. Bien sûr. Quand on va chercher la biomasse, Oui. donc les plantes, Ouais. on est sur des molécules carbonées, mais d'origine renouvelable. Donc elles sont dans le cycle court du carbone, c'est-à-dire que si vous les consommez, elles relarguent leur CO2 dans l'atmosphère, elles ne rajoutent pas
de façon significative du CO2 qui contribuait au gaz à effet de serre, puisque de toute façon, la plante devait un jour mourir et donc devenir ce CO2. C'est ça. Elle est dans le cycle court. Le problème du fossile, il faut le rappeler, c'est que ça, c'est du carbone qui vient d'il y a plus de 65 millions d'années, Ouais. qui a été à un moment dans l'écosystème et qui en a été retiré, Mhm. et qu'on vient brûler et réémettre. Donc Mhm. là, on vient vraiment rajouter du carbone dans notre atmosphère. Et c'est ce carbone excédentaire. Pourtant, à l'échelle des bilans carbone totaux, on n'en émet pas beaucoup, en fait. Mais ça suffit. On dérègle un équilibre planétaire qui est là depuis des millions d'années. Oui. Et c'est ce dérèglement climatique, d'ailleurs, c'est vraiment le terme, plus que réchauffement climatique, c'est vraiment dérèglement climatique. Oui. Il faut s'imaginer un système clos, parce que la Terre est un système clos, dans lequel on vient extraire du sous-sol des matières qui donc n'étaient pas dans le système, entre guillemets, elles étaient en dessous, Bien et sûr. on les relargue dans l'atmosphère. Donc on Ouais. rajoute du carbone. Ouais. Donc, quand on dit est-ce qu'on est capable de se passer du pétrole, le sujet, c'est pas le pétrole, le sujet, ce sont les usages. Oui. Et donc là, plutôt que d'avoir un vœu pieux, on va se passer du pétrole, il faut s'intéresser aux différents usages et les attaquer les uns après les autres. C'est ça. Donc quand l'État s'attaque à la mobilité à partir du diesel et de l'essence en disant on va faire une mobilité douce, et principalement ils ont misé sur la mobilité électrique, c'est une réponse. Ouais. Pour se passer au moins de cette fraction-là du pétrole. Mhm. La deuxième grande fraction à l'échelle monde, pas à l'échelle France, mais à l'échelle monde, c'est l'usage énergétique pur. Oui. C'est ces grandes centrales électriques qui brûlent du fioul pour faire de l'électricité. Là, heureusement, sur l'électricité, on a quand même pas mal de solutions. Oui. Quand on parle de transition, il faut quand même avoir en tête que la transition énergétique est la plus facile dans toutes les transitions qui sont regroupées dans le terme transition écologique. Mais c'est ça. Ouais. Donc c'est censé être la plus facile. Et déjà, c'est pas simple. Mais c'est la plus facile. Et donc voilà, il faut regarder les grands usages. Et par exemple, si on prend le cas de les plastiques, est-ce qu'il faut abandonner les plastiques et passer à d'autres matériaux? Je prends un exemple, paquet de pâtes. Est-ce que c'est plus écologique d'avoir un paquet de pâtes dans du plastique ou dans du carton? Il faut regarder tout le bilan environnemental énergétique. Si on dit que le plastique est mieux, est-ce qu'on peut changer de plastique et passer à un plastique qui lui serait biosourcé, donc Ouais. pas issu du fossile? Ouais. Et si on dit que le plastique est pas bien, alors dans ce cas-là, quelle est l'alternative? Et il y a plein de plastiques différents. Eh Et oui. il y a plein d'usages, parfois du même plastique. Mhm. Donc il faut vraiment rentrer dans ce niveau de détail-là. C'est pas simple. C'est vrai. Et il y aura peut-être des molécules où on va se rendre compte que non, là, désolé, faire peut-être notamment, je pense dans le médical, on a parfois des capillaires très très fins, des choses comme ça. Peut-être que là, on n'aura pas le choix que d'utiliser une molécule carbonée issue fossile. Mais bon, si on arrive à réduire l'usage du pétrole à quelques usages bien spécifiques, Et oui. on aura fait 90% du chemin. Et vaut mieux parcourir un chemin et atteindre 90% de celui-là Oui. que de se dire ah oui, mais non, là, on n'y arrivera pas. Ouais. Donc on n'y va pas. Et on fait zéro. C'est ça, c'est ça. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe. C'est qu'on a ces réponses-là. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, mais les emballages, etc. On a vu quand même une évolution qui s'est faite ces dernières décennies. Notamment, on le voit aussi avec McDo, qu'on changé un petit peu leur support. Alors, ils ont été un peu dans le carton plastifié. Après, c'était carton simple. Après, c'était papier. Là, ils sont revenus sur des choses qui sont nettoyables avec du plastique, finalement. On voit bien que ça cherche des solutions, ça tourne. Et pareil dans les aliments. Moi, je l'ai remarqué dans le commerce, en tout cas. Avant, on pouvait avoir des emballages en plastique plus épais, plus marketés aussi. Et là, on voit bien qu'ils cherchent quand même à rendre la chose un peu plus cartonnée, un peu plus... Et Alors, tu l'as dit, le plastique change aussi. ouais, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est pas ils cherchent, c'est on leur impose de chercher des solutions et donc ils en trouvent. C'est vrai. J'ai lu récemment, j'ai eu un échange sur LinkedIn à propos de McDo, quelqu'un qui expliquait que McDo a été super intelligent en mettant la vaisselle lavable, que c'était vraiment un game changer, que c'était pour ça qu'il était meilleur que tout le monde. Et il y a quelqu'un qui très humblement lui rappelle que non, c'est l'application de la directive je ne sais plus combien européenne qui dit que c'est la fin du jetable et ça n'est pas une initiative de McDonald's. Après, et pour rendre à nouveau, pour pas enlever tout le mérite non plus aux équipes de McDonald's, il y a une loi. Il y a un cadre, le cadre évolue, l'entreprise réagit à cette évolution, et après, à elle d'en tirer le meilleur. Et après, on peut avoir un regard critique, est-ce que McDo a fait la meilleure solution ou pas? Voilà. Moi, en tout cas, le poste m'a fait beaucoup sourire, parce qu'on avait l'impression que McDo avait inventé la vaisselle. Ouais. Moi, avant McDo, parce que j'ai connu une France avant McDo, on allait au restaurant, on avait de la vaisselle. Oui. Et elle était lavée, Elle de était mémoire. lavée. Donc, voilà, c'est juste qu'à un moment, les fast-food ont inventé la vaisselle, le côté jetable. Ouais. C'était disruptif à l'époque, Oui. dans une période où il n'y avait pas ces problématiques environnementales. Oui.
Ils ont pu, du coup, effectivement, sans doute, ça a contribué à avoir des coûts plus faibles et donc à être un leader, etc. Exactement. Et maintenant qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas si génial que ça de jeter un truc après avoir été utilisé qu'une seule fois, Oui, on leur réimpose des conditions environnementales, ce qui fait qu'ils reviennent, ça ressemble de plus en plus à un restaurant normal. Ils nous apportent à table maintenant, voilà. c'est vrai. Donc, voilà. Est-ce que c'est que le mérite de McDo? Je suis pas sûr. Je pense qu'il ne faut pas négliger le mérite de, finalement, nous, peuple, Oui, notre conscience environnementale, qui fait qu'elle se traduit, là, malgré tout, à travers des aspirations politiques de tous bords, peu importe, mais c'est ça. ça se traduit par des prises de position, puis des lois, des directives, etc. Ouais. Et je pense que cette force-là, il ne faut pas la négliger. Et on parlait tout à l'heure de l'accès à la connaissance. Moi, je reste convaincu que la transition énergétique ou la transition écologique ne peut pas se faire sans un accès à la connaissance. C'est ça. Quand on parle d'accès, le terme acceptabilité, déjà, il est contestable, mais le terme, les gens comprendront le terme acceptabilité sociale. Il y a le côté, tiens, accepte, tu vas comprendre. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment expliquer, mais expliquer, pas donner des leçons. Non, C'est c'est ça. expliquer de quoi il retourne. Exactement. Oui, ça c'est positif. Oui, ça c'est négatif. Est-ce que maintenant qu'on a tous compris, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le positif l'emporte sur le négatif? Et puis un autre va dire, oui, mais vous avez oublié ça. Ah oui, on a oublié ça. Donc ça augmente ou ça baisse et on réévalue. Est-ce qu'on pourrait pas... Et une fois qu'on a vraiment expliqué les choses, Ouais. on parlait des projets d'ENR, on voit bien les projets d'ENR qui fonctionnent en territoire. Ouais. C'est un projet effectivement au départ qui part de, entre guillemets, d'une idée de quelqu'un. Forcément, il y a toujours un gars à un moment qui a l'idée. Boum. Ouais. Mais c'est dans la façon dont il va en parler autour de lui, dont il va implémenter le projet, que ça passe ou que ça casse. Dans Exactement. la façon dont il va éventuellement adapter, tenir compte de je ne sais pas quel couloir écologique ou quel couloir d'activité humaine, là vous le mettez en plein milieu d'un passage, enfin peu importe, des choses auxquelles la personne seule, porteur de projet, ne peut pas penser. C'est ça. On ne peut pas penser à tout au départ, c'est pas possible. Ouais. Donc et là, on est obligé, c'est des projets forcément de territoire, on a un impact concret, visuel, Mhm. et sur l'homme, et sur notre écosystème, donc la nature, l'environnement au sens large. Donc là, à un moment, il faut vraiment se mettre autour de la table, réfléchir. Alors, il y a des lois qui disent vous êtes censé faire une étude d'impact, ok, donc ils le font. Mais le b.a.-ba, c'est en fait d'aller voir, de C'est ça. discuter, de se rendre Ouais. compte, de parler avec les gens qui connaissent, en disant oui, mais attendez, là, vous venez maintenant, mais en fait, tous les 5 hivers, il se passe ça. Ouais. Par exemple, là, ce fleuve-là, on sait très bien qu'une fois tous les 20 ans, il déborde. Ah oui, bah ça, normalement, quand on fait les études, on le voit, mais il faut aussi parler aux gens. Ouais, bien sûr. Ben oui, Hein, oui, c'est important. Et c'est là où on les embarque. C'est ça. Et on arrive à avoir des projets de territoire qui ressemblent à quelque chose. Après, un projet qui n'a pas d'impact environnemental, ça n'existe pas. Faire Mhm. quelque chose a un impact. Mhm. Il n'y a Mhm. pas de solution magique. Il n'y a pas une énergie qui va nous sauver, qui va arriver, qui ne consommerait aucune ressource minérale, aucun matériau, enfin aucun métaux, qui n'aurait aucun impact ni visuel, ni olfactif. Enfin, le truc magique. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il n'y a pas. On est obligé de créer une énergie en prenant de l'énergie ailleurs. Et ça, c'était un discours, je m'en souviens quand j'étais à l'école, en école d'ingénierie, un prof justement qui disait, mais alors aujourd'hui, je vais mettre le défi, trouvez-moi une énergie qui est capable de donner de l'énergie sans en prendre au moins autant. Et c'est impossible. On est forcément obligé d'avoir une énergie qui est plus forte derrière, qu'on va consommer pour créer cette énergie derrière. Enfin, on le voit avec le vent, mais le vent derrière, il y a tout l'aspect mécanique, tout ça, parce qu'il n'y a pas que le vent en soi, parce que derrière, il y a toute la fabrication de la chaîne mécanique pour faire justement l'électricité et tout. Le fameux rendement d'une éolienne. Voilà, Combien d'énergie on a dépensé pour produire une éolienne par rapport à l'énergie qu'elle va restituer. c'est ça. Et c'est pas anodin comme question, c'est pas aussi simple que ça. Et, Ben oui. C'est qu'aujourd'hui, on aurait peut-être du mal à se passer de tout simplement d'électricité, d'énergie globale. C'est quelque chose qui est quasiment impossible. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de complémentarité. Encore une fois, alors justement, Bruno, toi sur ce sujet de complémentarité, comment tu vois les choses? Parce qu'on ne peut pas supprimer une énergie, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, le pétrole, on aimerait que ça soit supprimé, mais c'est quasiment difficile aujourd'hui de le supprimer. On est trop ancré dedans et tout autour de nous, déjà, il y a du pétrole finalement. Et donc après, on a d'autres énergies autour, bien entendu, mais comment tu pourrais répertorier, selon toi, hein, bien sûr, comme ça, sur le feu, le pourcentage d'énergie qui serait idéal, tu vois, je sais pas, tant de pourcents de nucléaire, tant de pourcents de pétrole. je le placerai pas comme ça. Moi, Vas-y. ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est pas la même chose de concevoir un système énergétique ex nihilo. Donc, tu as une page blanche. Mhm. On découvre un 7e continent. Ouais. Ou je sais plus combien il y en a, parce que ça a changé par rapport à l'époque où j'étais à l'école, mais on découvre un nouveau continent. Oui. Non habité.
Voilà, magnifique. Les platistes vont être contents. On a réussi à passer la barrière de glace. Je dis n'importe quoi, mais bref, vous m'avez compris. On découvre un nouveau continent. Pour Elon Musk, ce sera Mars, mais bref. Et on décide d'y envoyer des êtres humains. Et là se pose la question. D'ailleurs, c'est exactement le cas pour Mars. C'est exactement la problématique qu'a les équipes d'Elon Musk. C'est on arrive sur un nouvel endroit Oui, et il faut construire un système énergétique. C'est On ça. part de rien. Ouais. Mais même là, on part de rien. Mais même, c'est pour ça que Mars est intéressant. Même là, on est tributaire de ce qu'on a autour de nous. Donc, dans le cas de Mars, ça passe par qu'est-ce qu'il y a sur Mars, Mais oui. dans le sol, dans le sous-sol, à quelle profondeur, dans l'atmosphère, etc. C'est Et donc ça. ensuite, les ingénieurs ils disent bon bah, on a telle molécule, mais on n'a pas telle autre, etc. Et ils commencent à travailler. Bref, quand on est dans un pays comme la France, on a un système énergétique qui existe déjà. Il est ce qu'il est, il a des avantages, il a quand même, mais il existe. On a des ressources humaines qui sont ce qu'elles sont. Oui. Aujourd'hui en France, de mémoire, on ne fabrique pas beaucoup de circuits imprimés. Je crois pas. Par C'est contre, surtout en on a été capable de construire des centrales nucléaires. Oui. Certains pays sont incapables de construire des centrales nucléaires. C'est pas vrai. notre cas. Voilà. Donc il y a des choses qu'on sait faire, Ouais. et des choses qu'on ne sait pas faire, Ouais. qu'on a pris l'habitude, en tout cas, de sourcer ailleurs. Et donc, ma position, c'est de dire qu'il faut construire. Le système énergétique idéal est tributaire de l'histoire Ouais. et de là où on est, du point où on part. C'est ça. L'objectif est le même, c'est-à-dire obtenir un système énergétique ayant le moindre impact environnemental. Bien sûr. Et je dis bien moindre impact environnemental. Ouais. Ça n'est pas que un sujet de CO2. Ouais. Il se trouve qu'aujourd'hui, le sujet principal, c'est le CO2. Et c'est sans doute sur lequel il faut agir le plus rapidement possible. Parce qu'on voit bien le fameux dérèglement climatique. Moi, quand j'avais ton âge, il était censé être en 2050. Aujourd'hui, c'est plutôt 2030. Mhm. Et là, on est encore en pleine période de nouvelles de canicule. Enfin, voilà, c'est de plus en plus souvent. On ne peut pas nier qu'il y a un phénomène de dérèglement climatique. Ouais. Je sais qu'il y a encore des gens qui théorisent sur le fait qu'on n'en serait pas responsable. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On les C'est a pas hier. ma pensée. En tout cas, c'est factuel. Il y a un dérèglement climatique. C'est pas un réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique. Mhm. Et le principal moteur de ça, c'est le CO2. Donc il faudrait au moins s'attaquer à ça. Mais encore une fois, c'est un seul des nombreux problèmes. Et oui. On est dans une phase d'extinction massive de la biodiversité. Il y a les 9 limites planétaires. On en a explosé 6 ou 7. Voilà, il n'y a pas que le CO2. Ouais. Mais le CO2 est un sujet. Donc, la cible, c'est un système énergétique Mhm. avec le moindre impact environnemental global. Et donc, il n'y a pas de système énergétique idéal. Ok. Et il n'y a pas, je ne vais pas te dire, bah, demain, il suffit que de l'énergie hydraulique et c'est bon. Ouais, Parce c'est qu'il y ça. a des endroits où tu ne pourras pas avoir d'énergie hydraulique. Tout dépend de l'environnement, tout dépend Voilà. du contexte qu'il y a. Ouais, bien sûr. Et donc, si tu as ton énergie hydraulique qui est à plus de 1000 km et que de toute façon, tu es tributaire de lignes électriques pour amener ton électricité jusqu'à chez toi, alors que si ça se trouve là où tu es, bah, je sais pas, tu as plein de vent. Oui. Bah, peut-être que dans ce cas-là, il valait mieux faire des éoliennes là où tu es. Enfin, tu Bien vois. sûr. Ouais. Et c'est pas aussi simple. Et donc, moi, ce que je crois beaucoup, c'est à cette analyse de dire voilà, on a un pays, il a ses forces et ses faiblesses, il a ses ressources, Ouais. notamment, donc, on parle de vent, on Oui. parle de solaire, on va parler d'hydraulique, Oui. on va parler de compétences quand il s'agit de nucléaire, Ouais. puisqu'on n'a pas de ressources nucléaires sur site. On exploite, enfin, pour l'instant, aujourd'hui, on est tributaire d'uranium qui provient d'ailleurs. Mais on travaille sur d'autres filières de nucléaire qui pourraient exploiter d'autres intrants, notamment en ayant la fermeture du cycle, ce qui faciliterait la chose. Et on a de la biomasse sous plein de formes différentes, que ce soit de la biomasse type agricole, que ce soit de la biomasse forêt, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les plans tels que la SNBC3, il y a tout un plan sur le bilan biomasse pour justement faire un état des lieux de cette biomasse, Oui. dans quelle mesure elle est mobilisable, on pourrait en produire peut-être un peu plus, etc. Mais au bout d'un moment, il y a toujours un conflit d'usage du sol. Oui. On ne peut pas couvrir la France de forêts dans le but de faire du chauffage pour chauffer des gens qui n'habiteraient pas là, puisqu'il n'y aurait que des forêts. C'est ça. Donc à un moment, il faut se décider. Il faut un équilibre. Donc il y a un problème d'allocation de l'espace. Oui. C'est comme l'eau, il y a une quantité d'eau potable, une quantité d'eau potable, Oui. enfin douce et salée, pour être plus précis. Oui. Le foncier, c'est un vrai débat. Donc en tout cas, il faut faire ce bilan de force. Ouais. Éventuellement voir comment est-ce que on peut renforcer certaines mieux exploiter, etc. Sur l'hydraulique, on a eu des grands barrages, on a eu des grands programmes hydrauliques à un certain moment. Aujourd'hui, se pose la question de est-ce qu'on peut pas quand même faire un peu plus. Ouais. Donc voilà, on remet le métier sur l'ouvrage, on réanalyse la situation. C'est ça. Et à partir de là, c'est là où tu peux écrire ton système idéal. Dans le cas de la France, c'est un système qui va exploiter au mieux, par exemple, la ressource hydraulique. Moi, je trouve dommage qu'un pays s'assoie sur l'hydraulique. Je dis pas qu'il faut en mettre partout, parce que l'hydraulique a beau être, pour moi, je pense, sans doute une de celles qui a le moins d'impact environnemental, elle a quand même un impact environnemental.
Faire des barrages, c'est pas neutre. Il peut y avoir des problèmes de dépôt de sédiments, il peut y avoir des problèmes pour toute la vie marine, qui du coup est scindée en deux, remonter les fleuves. Enfin, voilà, c'est pas neutre. Ça n'est jamais neutre. Ouais. Le problème du paysage, il y a des gens qui peuvent trouver ça moche. Enfin, Bien voilà. sûr. Ouais. Donc ça a un impact. Mais c'est quand même dommage de s'asseoir dessus quand on en a. L'éolien, c'est pareil, dans une certaine mesure. Le solaire, c'est pareil. Dire qu'on fait du solaire, ok, mais comment? Est-ce que ça veut dire chacun un panneau de 3 kilos sur sa maison? Ou est-ce que ça veut dire là où on a de toute façon déjà mis du béton, que ce soit parce que c'est un énorme parking ou c'est un toit plat d'une zone commerciale, est-ce qu'on pourrait pas mettre des panneaux là? Mhm, Ah, mhm. c'est pas du tout les mêmes conséquences derrière. Exactement. C'est pas les mêmes logiques et tout. Donc, voilà, un système idéal, moi, j'y crois pas. En tout cas, la recette magique qu'on pourrait appliquer et à la France et au Botswana, j'y crois pas une seule seconde. Chaque pays Ah a oui. ses forces et ses avantages, a des besoins différents, a des perspectives de croissance de démographie qui ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc, il faut s'adapter. Ouais. Et donc, pour moi, il ne faut surtout pas, en tout cas, déconsidérer une énergie, Ouais. a priori. Ouais. Ok. Il faut vraiment, quand j'ai été responsable énergétique d'un site industriel, de mes missions qu'on m'a confiées, ça a été ça. C'était dire, voilà, notre usine consomme tant d'énergie, Ouais. aujourd'hui, à l'époque, entièrement fossile, mais on est à tel endroit, on est propriétaire foncier de tant de surface, on est proche de telle, en l'occurrence, rivière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on est sur un sous-sol dont on est en plus exploitant à l'époque. Donc on avait cette compétence du sous-sol en plus qui est très enrichissant. Et donc à partir de là, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on prend froidement, énergie par énergie, avec les sous-applications, parce que dans l'éolien, il y a plusieurs éoliens, etc. Est-ce que c'est crédible, pas crédible? Et quels sont les freins? Et on fait, voilà, et on fait une analyse comme ça. Et c'est comme ça qu'on construit une feuille de transition énergétique. À l'échelle d'une entreprise, comme à l'échelle d'un territoire. Ça peut pas être vu d'en haut, la pensée magique, on va faire que ça. C'est ça, ouais. On peut pas se dire sous une simple décision, c'est ce que je résume un peu ce que tu dis, mais on peut pas se dire sous une simple décision, il faut qu'on fasse tant d'éolien, tant de solaire, tant de nucléaire, etc. Tu as raison. Déjà, de région en région, ça change. Qu'on soit dans les Alpes ou qu'on soit au niveau de la terre, même de Paris, Paris ou alors dans la Creuse, on n'a pas les mêmes surfaces de terre disponibles, on n'a pas forcément le même vent, le même climat, etc. Moi, je le vois dans l'énergie solaire, entre Le Mans et Marseille, par exemple, il y avait une réelle différence. Donc oui, on peut pas, ça peut pas être si simple. Et je prends un autre exemple qui moi m'a beaucoup frappé on va dire dans le parcours politique en tout cas, c'est sur la mobilité justement. On met beaucoup l'accent sur la mobilité électrique Oui, et on traite de façon indifférenciée, en tout cas dans le grand public, la mobilité lourde de la mobilité légère. Or, l'enjeu de monsieur et madame tout le monde, qui se déplacent soit pour aller faire ses courses, soit pour déposer les enfants, soit pour aller au travail, donc dont on sait très bien que l'immense majorité, même en prenant les territoires ruraux dont aujourd'hui j'habite, on fait beaucoup de petits trajets. Alors, en territoires ruraux, c'est des petits trajets pour la voiture, mais c'est quand même des grands trajets pour le vélo. Donc, il y a quand même cette problématique qu'il y aura. Voilà, qu'avoir un moyen motorisé de déplacement est quand même plus nécessaire en territoire que quand on est dans une grande ville avec un métro, etc. bien sûr. Mais on reste malgré tout sur des distances courtes. Et pour je crois que c'est 50% des Français qui ont la chance de partir en vacances une fois par an, Ouais. là, éventuellement, d'un coup, en une fois, il faut faire 600, 800 km. C'est ça, Mais ça arrive une fois dans l'année pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. exactement. Et je mets de côté, évidemment, les déplacements professionnels en véhicule léger, le commercial qui, lui, fait des centaines de kilomètres chaque jour. Mhm. Mais globalement, voilà, on est sur beaucoup de très petites distances et de Ouais. temps en temps des très grandes distances. Sur la mobilité lourde, c'est l'inverse. On est énormément de très grandes distances. Ouais, ouais, ouais. Et donc, est-ce qu'on peut d'emblée dire que c'est la même solution technique qui va répondre aux deux besoins? Ça Pas va être sûr. compliqué, ouais, ouais. Et on a pendant longtemps, donc moi je viens du monde du pétrole, au départ c'était le pétrole était roi, comme tu disais. On a mis en place la filière appelait les biocarburants, ce que les détracteurs appellent les agrocarburants, parce que se pose la question encore une fois de l'usage de la terre, puisque ces carburants sont issus de cultures soit directes, soit associées. Enfin voilà, il y a tout un débat sur savoir si c'est pas de la nourriture qu'on est en train de mettre dans nos voitures. Mhm. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que ces carburants ont un impact environnemental, quand bien même il est meilleur ou il serait meilleur que le carburant fossile. Oui, Et puis on a abandonné ça, quelque part on est un peu en train de les abandonner maintenant pour aller vers le tout électrique. oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, on a ce côté, tout le monde va bouffer du biocarburant, tout le monde va bouffer de l'électrique. Bah non, peut-être pas. Peut-être qu'on aurait pu dire l'électrique pour la mobilité en ville, parce qu'il y a aussi un autre aspect quand même qui est très important pour l'électrique, c'est que ça ne crée pas de pollution de combustion. Non, Ça crée pas de bruit. Donc Oui. dans les villes, dans les centres urbains, les villes qui sont très électrifiées en termes de Exactement. mobilité, ça s'entend. Ouais.
Alors que sur l'autoroute, que le moteur fasse pas de bruit, c'est moins problématique. C'est clair. Donc, cette considération ville versus grand, peut-être que là, pour le coup, les agrocarburants ou biocarburants, qui sont peut-être pas encore une fois l'alpha et l'oméga, mais sont peut-être des contributeurs à la solution, on pourrait les router vers ça. Mhm. Et dans les agrocarburants, dans les biocarburants, il y en a un qui est arrivé un peu tardivement en France, mais pas dans d'autres pays, qui est le biométhane, donc qui est du gaz, Oui, qui lui, pour le coup, n'est pas issu de cultures vivrières. Donc c'est vraiment de la biomasse, mais qui n'est pas en compétition avec la nourriture, c'est ça. et qui accessoirement utilise des moteurs à essence. Ouais. Donc en termes de technologie, on l'avait. Alors que là, encore une fois, un petit point de souveraineté sur les technologies des moteurs électriques. Nos constructeurs européens sont un peu partis d'une page blanche. Alors que pour le coup, on était des leaders mondiaux du diesel en France et de l'essence plus généralement. Clairement, ouais. Et un moteur diesel, c'est un moteur qui au départ a été mis au point sur de l'huile végétale, Oui. donc des agrocarburants. C'est ça. Et le moteur essence est un moteur qui au départ a été mis au point sur du gaz issu du coke, Oui. qui est un gaz proche du gaz naturel, on va dire. Donc c'est un moteur à gaz au départ. Donc, on avait ces compétences depuis plus d'un siècle. Ouais. Et on s'est dit non, tiens, on va les balancer, accessoirement les emplois qui vont avec, et on va du coup importer des véhicules électriques asiatiques. Oui, la mobilité électrique, c'est clair. En termes d'émissions carbone, il n'y a pas photo. Ouais, Mais ouais. est-ce qu'il fallait faire ce mouvement-là, de cette façon-là, sans accompagner les constructeurs automobiles, sans distinguer finalement mobilité légère, mobilité lourde? Enfin, voilà. C'est toujours cette pensée magique de dire, on passe à l'électrique, donc on a résolu le problème. Oui, sans doute pour 80% de cette mobilité. Et encore, je ne sais même pas si en termes de distance, ce soit 80%. 80% des gens, à mon avis, oui, en nombre de véhicules, mais pas en nombre de kilomètres, je pense pas. Je pense que la mobilité lourde doit faire bien plus de kilomètres que la mobilité légère. C'est Je sais possible. pas, Ouais, j'ai moi non pas plus. bossé les chiffres. En tout cas, c'est pas zéro, quoi. C'est Non, pas un non. petit problème. Non, non, c'est sûr. Et comme Jean Covici a l'habitude de le rappeler, s'il y a bien une mobilité qu'il faut préserver dans notre modèle de société, c'est la mobilité lourde, Ah oui, puisqu'on importe quasiment tout. c'est ça. Quasiment tout ce qui est autour de nous, ici, contient quelque chose qui vient d'en dehors de nos frontières. Ouais. Donc, à un moment ou à un autre, qui s'est retrouvé dans un camion. C'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'il faut le rappeler, la mobilité lourde, c'est tout ce qui est Oui. transport. Tout ce qui est plus Camion. lourd qu'une voiture, Ouais, voilà, exactement. qu'une camionnette, on va dire. Ouais, complètement. Donc, effectivement, tout est importé. Quand on commande quelque chose sur Amazon, passe dans un semi-remorque. Et quand bien même on serait souverain, imagine le grand fantasme aujourd'hui d'être souverain dans tous les domaines. Ce Oui. qui n'est pas possible, ça s'appelle l'autarcie, ça marche pas. Enfin si, ça a eu marché, mais c'était pas forcément une période de faste et de grand développement humain. Hein, on est à l'époque, même je pense, avant l'Empire romain, parce que même Ouais. l'Empire romain importait, la ville de Rome était tributatrice de toute la nourriture importée de son empire pour vivre. Donc les sociétés humaines qui ont réussi à fonctionner en autarcie complète, faut remonter à il y a très longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde a envie d'aller à ce point-là dans la décroissance. C'est ça. Même si on était autarcique en France, Mhm. on aurait forcément des usines quelque part à un endroit, et on va pas s'amuser à mettre 36 000 usines je sais pas, dans chaque ville. Bien sûr. Donc, je sais pas, il y aura peut-être une dizaine d'usines de poissons panés. Ouais. Il y a peu de chances qu'il y en ait en plein milieu du Cantal ou au fin fond de la Savoie. Ouais. Donc, mes amis cantalous vont bien importer du poisson pané, avoir besoin de camions qui Oui. transportent du poisson pané de la côte, Ouais. hein, idéalement jusqu'à chez eux. C'est ça. Donc, même si on était indépendant d'un point de vue français, on aurait de la mobilité lourde. Toujours. Et Ouais. donc cette mobilité-là, dans le cas d'un Covid ou etc., c'est bien celle-là qu'il faut préserver si on ne veut pas casser le modèle économique actuel. Ah ouais, comme quoi c'est quand même hyper important. Et d'ailleurs, en parlant de mobilité lourde, j'entends parler, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est peut-être un sujet que tu n'as pas vraiment connu encore, moteur à hydrogène sur les poids lourds, est-ce que ça te parle? Est-ce que j'ai cru voir un article là-dessus, mais Oui, ça me parle, mais l'hydrogène, il faut bien avoir conscience que l'hydrogène, c'est comme l'électricité, c'est un vecteur. Oui. C'est pas une énergie en soi. Enfin, Ouais. ça a une teneur énergétique, mais c'est pas de l'énergie. Aujourd'hui, en tout cas, il y a qu'un seul site de production d'hydrogène naturel dans le monde. Donc là, on est vraiment sur une ressource géologique, bien sûr. et donc c'est une énergie. Mais 99,99% d'hydrogène produit dans le monde actuellement est produit à partir d'autres choses. Historiquement, à partir de gaz naturel. On brûle du gaz naturel qui contient donc CH4, 4 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone. Ça fait du CO2 d'un côté, ça fait de l'hydrogène de l'autre. Je schématise, mais en gros c'est ça. Et c'est cet hydrogène qui est actuellement les deux principaux usages mondiaux. Production d'engrais. Mhm. On a besoin, alors c'est pas intuitif, mais on a besoin d'hydrogène pour faire des engrais azotés. Ok.
c'est le procédé Haber-Bosch, c'est comme ça, Ouais. procédé allemand, et pour faire la désulfurisation et l'amélioration, l'upgrading des carburants. Mhm. Parce qu'un carburant, plus il contient d'hydrogène, plus il contient d'énergie, en gros, plus il est propre, entre guillemets. Ok, ouais. Et que le Ouais. carbone, bah, plus c'est du carbone, plus on est proche du charbon au final, Ouais, et ouais. moins Moins la c'est- teneur énergétique est sympatoche. Donc on met de l'hydrogène, au départ c'est pour enlever le soufre, pour des aspects de qualité d'air aussi. Bien sûr. Et c'est même aujourd'hui, c'est une façon pour upgrader le fond du baril qui est trop lourd. On lui rajoute de l'hydrogène, il devient plus léger, ça fait de l'hydrocracking. Hydro pour hydrogène, cracking parce qu'on coupe les grandes molécules en plus courtes, Ok. et tu refais de l'essence et du diesel. Ça, c'est les deux principaux usages de l'hydrogène, et donc à partir d'énergie fossile. Ok. Le challenge de l'hydrogène, c'est de passer à l'hydrogène produit sans énergie fossile. Donc là, on parle d'électrolyse de l'eau. Oui. Donc on consommerait de l'électricité, on casserait la molécule d'eau, H2O, Ouais. on récupère de l'hydrogène, on récupère de l'oxygène. Et c'est l'hydrogène qu'on utilise. Mais donc on voit bien que quand on parle de mobilité d'hydrogène, Oui. on parle en fait d'une façon d'amener de l'énergie dans un moteur, mais cette énergie donc viendrait de l'électricité. Parce Oui. qu'il est hors de question de faire rouler des camions à de l'hydrogène gris. On dit gris, sous-entendu venant du fossile. Oui, oui, Parce oui. que là, le bilan environnemental, tu vois les rendements, plus tu as d'étapes, plus tu as de rendement C'est pas bon. énergétique, c'est pas bon. Donc il faut que ce soit de l'hydrogène vert pour que Oui. ça ait un minimum d'intérêt. Oui. Donc il faut de l'électricité. Donc en fait, utiliser de l'hydrogène dans un moteur, ce n'est qu'une façon indirecte de l'électrifier. Ouais. Donc l'intérêt de l'hydrogène par rapport à l'électrique, du coup c'est comme ça que pour moi il faut les comparer, Mhm. ça va être sur est-ce que c'est plus facile de stocker de l'hydrogène que de l'électricité. C'est ça. Et le vrai débat, il est là. Oui. Il n'est pas est-ce que l'hydrogène c'est magique. Non, c'est pas ça. C'est une autre façon d'électrifier. Donc est-ce que c'est plus simple de contenir de l'hydrogène? L'hydrogène c'est une molécule qui se stocke, mais qui se stocke pas génial. Mhm. Alors elle se stocke mieux que l'électricité, Mhm. mais quand même beaucoup moins bien que le gaz naturel, par Mhm. exemple. C'est vrai. Et donc voilà, moi pour avoir été dans le milieu à un moment, puisqu'on est avec ma casquette professionnelle, on était mêlé à des projets de production d'hydrogène. Moi, je trouve que ça a plus de sens de mettre du gaz pour le coup dans un camion que de l'hydrogène. Ouais. Ou alors, on a une rupture technologique sur les batteries et on est capable de faire des batteries pour les poids lourds qui n'est pas un tel poids. Parce qu'aujourd'hui, un poids lourd avec une batterie. Alors, il y a beaucoup de ruptures technologiques ces dernières années, heureusement dans les batteries, mais l'impact environnemental d'une batterie est loin d'être neutre. Ouais. Donc, pour un petit véhicule, encore une fois, de monsieur et madame tout le monde, à qui on met une autonomie de 300 km, c'est peut-être entendable à l'échelle de la planète. Quand on parle de poids lourds qui ont besoin d'autonomie de 1000 km, Mhm. c'est vrai que le côté sexy de l'hydrogène, c'était cette capacité de le stocker dans des volumes intéressants. Ouais. Mais finalement, quand on se dit, je veux quitter l'électrique pour mettre de l'hydrogène parce que c'est stockable, moi, très rapidement, je dis, oui, mais en fait, le gaz nat, c'est encore plus facile à stocker. Et ça peut être vert aussi si vous mettez du biométhane, ce qu'on appelle le bio-GNV. Mhm. Donc au final, pour moi, le débat, il est plutôt électrique, bio-GNV, qu'hydrogène. Mais je sais qu'il y a des porteurs de projets qui travaillent sur cette mobilité-là, et je pense qu'elle n'est pas à ignorer dans des cas soit de la mobilité lourde, soit dans des cas de ce qu'on appelle les flottes de véhicules qui sont propriétaires, où tu as ta flotte de taxis, tu fais ta station d'avitaillement, au moins tu as ton énergie, que tu produis ton hydrogène. Enfin, ça peut avoir un sens économique parce que là, tu as tout un écosystème. Mais j'ai du mal, moi, à imaginer des bornes de recharge d'hydrogène partout dans toutes les stations de France. Et ouais, c'est ça. Je pense, voilà, moi c'est mon avis, mais tout ça, ça doit s'analyser de façon à l'aune de chiffres, c'est-à-dire combien ça coûte en matériaux, combien ça coûte, est-ce que c'est techniquement faisable, après combien ça coûte tout court en argent, et après on analyse froidement les solutions. C'est là où c'est très complexe. C'est complexe et ça peut pas se résumer à ça coûte tant ou ça émet tant de CO2. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Il faut regarder l'impact environnemental global, Ouais. la faisabilité technique. Quand je parlais des producteurs de voitures, Oui. ça aurait dû un peu plus, je pense, peser dans la balance de se dire est-ce que nos filières industrielles sont capables d'absorber un tel changement? Ouais, c'est vrai. Si oui, sinon, comment est-ce qu'on fait? C'est ça. Et si c'est non, mais que nous, politiquement, on a décidé que, parce que le peuple est souverain, en tout cas en Europe, on est dans les démocraties, donc le peuple a décidé que, soit, vous, industriels, vous n'êtes pas prêts, soit, on fait comment? Et là, je pense que visiblement, ça a un peu manqué de dialogue. Alors après, c'est le jeu aussi du lobby des industriels qui dit je suis pas prêt, je serai jamais prêt. Mais voilà, il y a toujours un petit jeu du chat et la souris, etc. Bien Mais sûr. quand on voit, enfin moi je suis dans l'industrie et malheureusement on voit des usines fermées souvent de prestataires de l'industrie automobile, Oui. les fonderies, etc. Ouais. On n'a pas le sentiment que ça a été particulièrement bien anticipé, en tout cas par les pouvoirs publics. Mhm. Ils sont un peu arrivés devant face à un mur, quoi, en gros, et puis ça n'a pas réagi au bon moment, quoi. Et on retombe sur Ouais. une vision négative de la transition écologique, C'est parce ça. que les gens qui perdent leur emploi Ah à oui. cause de ça, ils vont pas trouver ça super sexy, la transition écologique. Non, Et là, on tombe sur le côté écologie punitive, ouais, c'est ça. alors que c'est pas censé être ça. Non.
Puisque le principe, encore une fois, si on revient au principe de l'écologie, c'est de mieux, nous, êtres humains, vivre dans notre écosystème, d'arrêter de l'abîmer pour qu'il continue à nous supporter. C'est ça. Donc on est bien au contraire dans une vision long-termiste. Ouais, 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 ouais. Et on n'est pas dans l'idée de dire on ferme des usines pour arrêter les emplois, non, mais c'est la conséquence de peut-être de quelque chose qui n'a pas été anticipé pour notamment l'industrie ou peu importe qui, mais en tout cas qui n'a pas été anticipé ou bien communiqué et qui a créé cette problématique, quoi. Et comme on a la chance de ne pas vivre dans une dictature, comme Oui, d'autres pays que je ne vais pas citer, je ne voudrais pas me faire d'ennemis, on comprend. on n'est pas dans une dictature. Donc quand on n'est pas dans une dictature, on n'arrivera pas à faire la transition écologique sans une adhésion populaire, Ah, c'est ça. c'est-à-dire du peuple, Oui. pas populaire au sens populiste, Mhm. une adhésion du peuple, puisque le peuple est souverain. Mhm. Et on ne peut pas décider en souveraineté, ou on ne peut pas décider si on ne sait pas, C'est ça. si on n'a pas accès, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si Ouais. on n'a pas accès à une information libre, scientifique. C'est ça. Respectons les scientifiques, ceux qui Exactement. bossent, qui n'ont pas d'intérêt autre que de découvrir alors le terme vérité scientifique, mais en tout cas les vraies lois scientifiques, les vraies équations, les vrais bilans, etc. C'est un travail qui est pas simple. Ce matin, j'ai échangé encore avec un spécialiste de ce qu'on appelle les ACV, les analyses de cycle de vie. Oui. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est une des méthodologies, à mon avis une des plus complètes, qui permet justement de se dire, voilà, je suis une usine, je fabrique tel produit, quel est l'impact environnemental, donc sur tous les facettes, l'anthropisation des sols, enfin l'acidification des sols, vraiment tous les gaz à effet de serre évidemment. Ça permet d'envisager tous les aspects et de faire un vrai bilan. C'est ça. De produire tant, alors c'est rapporté à l'unité, je sais pas, produire un poulet congelé, voilà, dans telle usine à tel endroit, va émettre tant de CO2, va acidifier tant les sols, etc. etc. Et bien même ça, une méthode scientifique, en fonction de l'hypothèse qu'on a pris, ah oui mais c'est 1000 poulets, mais c'est un poulet par jour, mais dans une usine qui en fait 1000, Oui, dans c'est une usine ça. qui est capable d'en faire que d'un seul, Ouais. donc du coup il y a des effets de bord. Enfin, voilà. Donc même ça qui est un travail scientifique, c'est pas simple. Oui. Il faut arriver à poser les équations, il faut bien poser le périmètre, et il faut que quand on a le rapport final, qui va dire le poulet émettant, Oui. de bien rappeler dans le cadre de ces hypothèses-là. Mhm. Donc, si les hypothèses changent, voir le paragraphe sur les sensibilités, le paragraphe ça. que personne ne lit, mais qui dit que bah oui, mais si en fait on en produit 10 C'est fois vrai. plus, ça fait c'est pas 10 fois plus de pollution, mais c'est seulement 8 fois plus de pollution parce que c'est pas linéaire, Mhm. etc., etc. Et ça, c'est, enfin, si on ne laisse pas plus de place et de crédit à ces scientifiques qui travaillent d'arrache-pied, avec des moyens parfois, voilà, ils ont du mérite. Hein. Ouais, ouais, Nos ouais. scientifiques, dans le Ouais. monde occidental, ils ont du mérite. Ouais. En tout cas, je connais que cela. Mais moi, je trouve qu'ils ont du mérite. Donc, si on ne les respecte pas plus, si on ne les écoute pas plus, C'est on ça. ne va pas. Enfin, quand on voit certains pays détruire le thermomètre, c'est-à-dire retirer des sondes qui mesurent la température de l'eau dans les océans, retirer des satellites qui mesuraient aussi c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Mhm. C'est pas en enlevant des mesures scientifiques Mhm, mhm, mhm. qu'on va résoudre le problème du dérèglement climatique. C'est comme si on se mettait un peu des œillères justement, où vous C'est ça. voulez plus voir ces données-là, quoi. Mhm. Et donc voilà, moi j'en reviens toujours à ça. C'est à un moment, si on ne peut pas, si le projet qu'on porte ne convainc pas, bah, c'est qu'on n'a pas assez bien expliqué, c'est qu'on n'a pas, c'est que les gens, Ils n'ont pas compris. c'est que soit on n'a pas nous la bonne vision de notre projet, Oui, et donc c'est les gens qui ont raison, oui, et tout donc à il faut fait. pas faire notre projet. Ça peut arriver, ouais, Soit bien si on sûr. est vraiment intimement convaincu, parce qu'on a fait toutes ces études scientifiques qui montrent que non, notre projet il est bon, Ouais. alors on n'a pas donné les moyens à ceux qui nous évaluent C'est ça. de nous évaluer Ouais. correctement. Après, il peut toujours arriver que nous, on est convaincus de notre projet, on a donné les arguments aux gens, ils les ont compris, mais politiquement, ils ont dit non. Ouais. C'est pas par exemple, tu peux estimer, parce qu'il y a toujours des jugements de valeur dans un impact environnemental, tu peux estimer que l'impact sur la biodiversité marine est plus important que l'impact visuel. Mhm. Mais Mhm. si les gens, enfin, si d'un point de vue démocratique, on a décidé que non, l'impact visuel est plus important que les poissons, bah, ton projet, il passe pas. C'est C'est ça. le débat sur C'est les vrai. éoliennes dans la baie de la Baule. Est-ce que c'est plus important de préserver la baie de la Baule, la vue qu'on a depuis la baie de la Baule, Ouais. ou d'avoir de l'électricité verte? C'est ça. Après, c'est une décision politique, au Eh sens démocratique. Ouais, ouais, clairement. Oui, oui, là, après, on arrive effectivement par obligation sur des décisions politiques, parce que ça devient compliqué de gérer ce genre de questions. Et tu l'as dit, la réponse, elle peut être vraiment soit l'un, soit l'autre, et ça dépend de chacun. Et c'est ce qui prouve encore une fois qu'il n'y a pas d'énergie magique. Non. Parce que tant dans les décisions, tant sur la façon dont on a besoin de prendre de l'énergie pour créer cette énergie, etc.,
toutes les énergies qu'on voit, que ce soit ENR ou même pétrolière, pour dire fossiles, elles ont forcément leurs avantages et leurs inconvénients, ce qui veut dire qu'on n'a pas une énergie magique. Et c'est aujourd'hui la problématique qu'on peut retrouver dans la politique, c'est qu'on nous sort des fois des trucs à l'échelle d'un citoyen lambda, en tout cas. On a trouvé une solution, c'est l'énergie magique quasiment, quoi. On entend quasiment ça, quoi. Enfin, Et ce que je trouve dommage, c'est que ça donne l'illusion Oui. aux citoyens lambda, qui n'est pas spécialiste des sujets, etc., mhm, qu'on trouvera toujours une solution. Mhm. Et là, on tombe dans le technosolutionnisme. C'est ce côté, nous, êtres humains, on a toujours réussi, ça c'est le discours qu'on nous tient, on a Ouais. toujours réussi à dépasser les limites planétaires qu'on avait face à nous Oui. grâce à la technologie. Mhm. On a pu explorer le monde, maintenant l'espace, etc. Et ça continue à entretenir cette illusion qu'il y aura toujours une solution à nos problèmes. Et ça nous interdit de nous questionner sur nos comportements actuels. C'est ça. Et quand on parle d'énergie, encore une fois, là, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ouais. Donc la première des réflexions, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de cette énergie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas... Et c'est deux leviers différents. Il y a la sobriété et il y a l'efficacité énergétique. C'est important d'avoir bien en tête les deux. La Ouais. sobriété, c'est volontairement décider de consommer moins et d'avoir moins. Ok, Par exemple, je ne chauffe pas à 21, je chauffe à 19. c'est ça. C'est un choix, c'est de la sobriété. Oui. Je consomme moins d'énergie, mais j'ai moins de services rendus. C'est ça. L'efficacité énergétique, c'est je remplace ma vieille chaudière à fioul qui avait un rendement pourri par une chaudière à gaz à condensation. Ah pardon, j'ai dit un gros mot aujourd'hui. Par une pompe à chaleur qui a un super rendement. Mais je continue à chauffer à 19, 20, 21, peu importe. Ouais, ouais. Donc j'ai le même service rendu, Oui. mais je consomme moins d'énergie. Donc ça, c'est Oui. l'efficacité énergétique. Mhm. Souvent, les gens préfèrent l'efficacité énergétique, Mhm. puisqu'évidemment, ils préfèrent avoir le même service rendu. Quand on va parler de la mobilité, les gens vont vouloir continuer à pouvoir se déplacer tout seul dans une voiture pour 5 personnes, C'est ça. quand ils veulent, etc. C'est bien toute la problématique de quand on parle de mobilité douce, de dire ouais, vous devriez prendre le vélo. Ben oui, mais bon, en fait, j'accompagne mon gosse à l'école, C'est ça. ou vous devez faire du covoiturage. Oui, mais covoiturage, ça sous-entend que je pars et que je reviens Ouais. avec la même personne, ou il faut que je trouve une deuxième personne. Donc, Organisation. c'est beaucoup plus simple de se dire non, non, donnez-moi une voiture verte Ouais, et je continue à vivre comme je veux. c'est ça. Donc, c'est toujours plus facile l'efficacité énergétique Ouais. que la sobriété. Mais on a bien besoin des deux. Et quand je parle de sobriété, je ne parle pas de la sobriété forcée, comme les gens qui n'ont pas les moyens de se chauffer. Mhm. Je parle d'une sobriété choisie. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer autant de vidéos et de data sur Internet? Parce qu'on ne se rend pas compte du poids environnemental de la data. Exactement, ouais. Mais il n'y a rien qui nous permet de le savoir. Concrètement, il y a très peu. Il y a des applications, mais c'est quand même... faut aller chercher cette information-là. Oui, Encore oui, une c'est fois, ça. l'utilisateur lambda, il ne connaît pas son poids numérique et le poids environnemental de son poids numérique. Tout à fait, ouais. On peut le savoir, il y a des applications pour ça, mais Ouais. c'est pas facile d'accès comme information. Non. Donc, cette sobriété-là, tant qu'on n'a pas donné les éléments aux personnes pour être plus acteurs de cette sobriété-là, bah, on Complètement. ne l'a pas. Ouais. Et on se dit, mais c'est pas grave. On aura une énergie renouvelable magique, Mhm. et donc je pourrais continuer à vivre comme je vis jusqu'à présent. C'est ça. Sans même se rendre compte qu'au final, on consomme de plus en plus unitairement d'énergie. C'est-à-dire que plus on parle, moi depuis que je suis adulte, on parle de transition énergétique, etc. On n'a jamais autant consommé d'énergie par Français Plus qu'avant. plus qu'avant. Ouais, ouais. Quand on a des débats intergénérationnels entre soi-disant les boomers qui auraient détruit la planète, etc. Mais objectivement, Ouais. ces boomers-là Ouais. consommaient moins d'énergie unitaire dans leur quotidien. Parce qu'ils achetaient moins de choses, mais pas parce qu'ils voulaient en acheter moins, juste qu'ils ne pouvaient pas en acheter plus. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient merveilleux avec leur mode de vie, mais c'est juste que factuellement, ils ne pouvaient pas. Ouais. Donc aujourd'hui, on a une telle facilité d'achat, de consommation, qu'on a fatalement un poids environnemental bien plus élevé, alors même qu'on a une conscience écologique qui est plus élevée. Et c'est là, on en arrive à de la dissonance complète, Complètement, ouais. où on est à la fois et acteur et on est notre propre bourreau en fait. Oui, oui, bah bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, parce qu'on reprend il y a quelques décennies maintenant, il y avait pas ce genre d'outil que j'ai dans la main, donc le téléphone. Et ça, notamment, bah, ça a un gros impact sur l'aspect écologie de notre monde qu'à l'époque, il n'y avait pas. Donc, ce qui veut dire que quand tu disais tout à l'heure, une personne lambda, il y a, je sais pas, 30, 40 ans, consommait moins d'énergie qu'aujourd'hui, bah, c'est lié à tout ça, en fait. Oui, et l'idée n'est pas de revenir au mode de vie de nos aïeux, c'est pas le problème. Maintenant qu'on a inventé le téléphone, je n'imagine pas un monde sans téléphone portable. Mais quand on voit des entreprises, je ne veux pas citer de nom, mais des entreprises qui mettent un effort pour que leur téléphone soit réparable et démontable, modulaire.
On va pas citer, je pense que tout le monde a en tête, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui fait ça quasiment. Il n'y a rien aujourd'hui qui la met en avant, cette entreprise, qui va lui faciliter la vie. C'est Il y a vrai. même des règlements, des fois européens ou mondiaux, qui vont, pour des histoires d'indices de protection, etc., finalement, ça obligerait presque à les mouler, les téléphones, plutôt que de les rendre démontables. Donc, OK. ils sont même en train de lutter contre des normes, Mmh. alors même qu'ils défendent un modèle qui est plus vertueux, et de dire, bah oui, ok, les gens ont besoin de téléphone portable aujourd'hui. On peut pas revenir en arrière. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'un téléphone portable neuf tous les ans? Ou est-ce qu'on n'est pas capable de leur faire un téléphone portable neuf à un moment, qui a un certain point environnemental, évolutif, de sorte que on remplace le module photo au bout de 3 ans, on remplace la batterie une fois qu'elle est morte, mais on arrive comme ça à tirer sur le téléphone au maximum. Ensuite, évidemment, on le recycle, on le jette pas, et on en fait. Mais c'est le jour et la nuit entre un téléphone neuf tous les ans et un téléphone à moitié neuf tous les 6 ans. C'est ça. Et c'est une forme de décroissance, mais c'est Mhm. pas de la décroissance punitive. Ouais, Ça le complètement. devient que si effectivement on continue à maintenir le mythe que pour être à la mode, il faut le dernier modèle de telle marque, Oui. et que si tu as l'avant-dernier modèle, c'est-à-dire celui de l'année dernière, bah, t'es un loser. Ouais. Moi, je me bats C'est au vrai. quotidien avec mes enfants qui sont adolescents aujourd'hui, qui sont rentrés au collège, donc qui ont eu leur premier téléphone. Et non, désolé, ils n'ont pas eu le dernier ou le dernier parce que c'est hors de question. Ouais, Et ils comprennent pas. c'est vrai. Voilà. On a connu ça un petit peu dans notre génération avec les baskets. Mais on a tous connu ça, les Ouais, jeans, ouais. les baskets, Ouais, c'est vrai. le sac à dos, le bomber, Ouais, c'était le bomber. le ça. bomber, Voilà. ouais. Le problème, c'est que c'est humain. Oui, Je veux dire, la publicité ne nous pervertit pas contre notre nature. Ouais. Elle ne fait que nous caresser dans le sens du poil. c'est ça. Nos téléphones, le côté apparemment de manger de la vidéo sur TikTok, ça ne fait que s'adresser à la partie de notre cerveau C'est vrai. qui est la récompense immédiate. Oui, Voilà, dopamine, ça nous a pas transformé. C'est juste, ça vient appuyer, tirer plutôt sur les ficelles qui sont celles du marketing. Ouais, complètement. Donc au départ, c'est logique de faire du marketing. On fait un produit, c'est pour le vendre, c'est pas Mhm. pour le mettre sous. Donc c'est logique de vanter ses mérites. Oui, tout à Mais fait. jusqu'à quel point? Bah oui, Et jusqu'à quel point, quand on a enfin compris qu'il y avait des limites planétaires. ouais, c'est ça. Et là où je trouve magnifique avec cette entreprise-là de téléphone, c'est de se dire, bah oui, je suis là pour vous vendre des téléphones. Je vais pas Ouais. vous mentir. Mon Ouais. but, c'est de vous vendre des téléphones. Ouais. C'est de vous apporter ce service-là. Ouais. Mais mon but aussi, c'est de pouvoir continuer à vous vendre des téléphones dans 50 ans parce que vous serez encore tous là et tous vivants. Plutôt que d'essayer de vous en fourguer un maximum. Et puis, tant pis si dans quelques années, bah, il n'y a plus personne à qui vendre parce que je sais pas, guerre, enfin, tout ce que le dérèglement climatique va enchaîner. C'est pas que un problème de il fait chaud. Hein. Non, 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 non. Il y a tout un truc politique derrière, il y a tout un Les- mouvement. dans qui quelques peut- années, ouais, les canicules seront le cadet de nos soucis. c'est ça. Comme Ouais. disait Jean-Claude Van Damme, un très grand philosophe et visionnaire, je bois de l'eau parce que dans quelques années, on en manquera. Ouais, On s'est beaucoup moqué de lui, mais Ouais. factuellement, ouais, ouais, ouais. c'est- On y c'est- arrive. et je ne sais pas s'il le pensait vraiment, mais c'est très visionnaire Ah de ouais. sa part. On avait ce discours, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus, effectivement, qu'on peut ressortir encore aujourd'hui. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'il a dû sortir ce discours. Donc, bien sûr, il y en a qui sont un petit peu moqués de ce discours en disant, bah, en fait, il racontait des conneries. Mais en même temps, Jean-Claude Van Damme, on sait bien que c'est pas un scientifique. Mais dans l'idée absolue, il n'a pas tort. C'est que on voit Regarde- bien que... Regarde le débat sur les méga-bassines. Ouais. On C'est est vrai. en plein dans le sujet Ouais. de cette ressource en eau, elle est précieuse, Mhm. on ne l'a pas quand on en a besoin, Ouais. donc on fait comment? Mhm. Mais si je la stocke pour quelqu'un qui en a besoin, oui, mais du coup, celui qui l'utilisait à ce moment-là ne l'a plus. Ouais. C'est le débat autour des Jeux Olympiques, C'est vrai. de la neige de culture. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, ça vient challenger nos modèles. Et la vraie question, c'est l'adaptation. C'est ça. Est-ce qu'on continue à résister tant bien que mal, à maintenir des activités historiques et à s'adapter dans ce sens-là? Ou est-ce Ouais. qu'on s'adapte dans le sens... Non, on prend en compte le fait que le dérèglement climatique est une réalité, Oui. qu'il va en s'empirant pour l'instant. Oui. Et donc, on s'adapte en adaptant nos activités, en prenant en compte cela. C'est Et ça. le plus tôt on le prend en compte, le mieux on peut l'accompagner socialement. Mhm. C'est Si vrai. on prend l'exemple de la neige, si on va à l'extrême et qu'on dit il y aura plus de neige, ou en tout cas plus assez pour faire des sports d'hiver, Mhm. eh ben, il faut dès maintenant l'envisager pour que toutes les vallées et tous les gens qui sont aujourd'hui tributaires de cette activité-là puissent anticiper et ne pas se retrouver sur le carreau. Parce que la responsabilité d'une société, c'est qu'on vit tous ensemble, c'est le contrat social, et j'ai besoin que tu vives bien pour que moi je vive bien. Si ma survie dépend du fait que toi tu crèves, c'est pas une super société. Donc,
Les gens dans les montagnes se sont lancés dans le sport d'hiver, parce que ça a apparu après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'existait pas il y a 100 ans, hein, enfin, pas du tout de la même façon. C'est ça. Donc, sociétalement, on était tous très contents qu'ils fassent ça, en tout cas Oui. pour ceux qui pouvaient faire des sports d'hiver, mais en tout cas, même d'un point de vue économique, ça a Mhm. apporté de l'économie à ces vallées-là. Bien sûr. Et c'est pas parce que soudainement on se rend compte que c'est pas écologique qu'on faut leur dire bah salut, hein, merci, c'était Ouais. sympa. Hein. Bah maintenant débrouillez-vous. Hein. C'est ça, ouais, Non, exactement. ça marche Ah ouais. pas. Ah ouais. On a une forme de dette sociale. Oui, tout à fait. On parle de la dette des entreprises qui ont émis du CO2 historiquement. Oui. Et que peut-être à un moment il va falloir revenir vers elles en disant bah ok, on a peut-être réussi à régler le problème du dérèglement climatique, n'empêche qu'il y a un moment il va falloir passer à la caisse. C'est Il y a ça. un vrai débat aujourd'hui sur cette notion de dette écologique. Moi je considère qu'il y a aussi une forme de dette sociale. Quand la société s'est organisée d'une certaine façon sur la base de connaissances qu'elle avait dans la population générale, Oui. parce que malheureusement on avait les connaissances scientifiques, on aurait pu faire autrement, mais ça c'est trop tard, on n'a pas fait autrement, on l'a fait comme ça. Et à un moment c'est des gens, c'est des femmes et des hommes, ils y peuvent rien. Hein. Non, bien sûr. Bien sûr. Donc Ah ouais. on peut pas les abandonner. Non. Et ça, c'est vraiment cette responsabilité de nous, société, donc de nous et de l'État, Oui. d'accompagner ces changements-là. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment accompagné. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur le sujet des énergies, je pensais à quelque chose. Est-ce que, selon toi, il y a une énergie en France qui est surestimée et notamment une qui est sous-estimée actuellement? Alors je dis bien Ah c'est oui. actuel parce que ça Oui, peut oui, bouger oui. dans un mois ou deux. On sait Alors, comment il y ça en se a une passe. qui est surestimée, mais qui est logique, c'est le nucléaire. Elle est surestimée dans le sens, elle est, nous, dans le débat politique, alors il y a en France des gens qui n'aiment pas le nucléaire, il y a des gens qui aiment le nucléaire. Mais Comme tout, ouais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout Français en a entendu parler. bien sûr. Et donc, Ouais. quand on se compare à des pays à l'étranger, je dis pas que c'est normal pour nous d'avoir une centrale nucléaire, puisqu'encore une fois, il y a des Français qui sont contre le nucléaire, mais c'est dans notre environnement. Oui. Alors qu'il y a des gens, quand vous leur parlez de centrale nucléaire, c'est vraiment vous leur parlez d'un truc qu'ils ne savent même pas s'imaginer. Ouais. Donc c'est là où je dis que cette énergie, elle est surreprésentée parce que comme elle a un poids fort dans le mix électrique, pas Oui. énergétique, mais dans le Oui. mix électrique français, Mhm. plus de 70% de l'électricité est produite, mais comme Ouais. l'électricité n'est qu'un tiers de notre énergie finale, il faut relativiser les choses. Donc elle est surpondérée dans le débat politique, mais c'est le poids de l'histoire. Ok. Et pour le coup, d'un choix d'un État stratège qui a pris une décision à un instant T, qui était la crise pétrolière, Ouais. qui honnêtement se comprend plutôt pas mal, Ouais. rétrospectivement. Mais après, on a le droit aujourd'hui de la questionner, de se dire est-ce qu'on veut continuer, etc. Là, après, on rentre dans un débat d'actualité Bien sûr. par rapport à un nouveau contexte. Oui, oui. Mais voilà, moi je trouve que c'était pas illogique en fait d'avoir fait ça à ce moment-là dans le contexte international du moment. Et en Bien plus, sûr. ça a fait une filière d'excellence qui a pu s'exporter, etc. Donc je trouve que cette énergie est un peu surpondérée effectivement dans le débat français, Ouais. mais pas forcément surcotée parce aujourd'hui, enfin je veux dire, on est factuellement d'un point de vue CO2, Mhm. on est content d'avoir le nucléaire en France. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a peut-être d'autres aspects qui posent problématique, notamment les déchets, et il aurait fallu insister plus sur la fermeture du cycle pour ne pas se retrouver avec cette problématique de déchets. Parce que la fermeture du cycle, c'est le principe que du coup, tu ne génères plus ou quasiment plus de déchets. Oui. Mais là, on va pas refaire un débat politique à nouveau. Mais du coup, le débat serait complètement différent. Si on avait la fermeture du cycle, le débat sur le nucléaire en France serait complètement différent. Ouais, oui, 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 Et des bien gens sûr. qui aujourd'hui seraient contre seraient peut-être pour. Et inverse. Enfin bref, ça changerait vraiment la donne sur le débat. Et il y a des nucléaires, il y a différentes technologies. Voilà. Je pense que quelqu'un qui habite à côté de Tchernobyl, il n'est pas super fan de la technologie nucléaire, c'était Normal. pas la même, et voilà. Ouais, ouais. Bref. Et celle qui est sous-cotée, moi, ça, c'est pour moi très clairement, aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a une qui est, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, sous-cotée par la puissance publique, là, depuis peu, c'est les gaz renouvelables au sens large. Ouais. Et là, pour le coup, je travaille, donc en toute transparence, je travaille dans le gaz aujourd'hui, Ouais. et je ne comprends pas que les gaz, donc le biométhane issu de méthanisation, mais les gaz renouvelables issus de pyrogasification, de gasification hydrothermale ou de power to gas, soient à ce point malmenés. J'entends même des associations écologiques, j'ai eu des débats au sein du Conseil national de transition écologique, qui considèrent que c'est une sorte de cheval masqué de l'industrie gaz fossile pour dire on se verdit, donc continuons à bouffer du gaz. Alors, moi qui suis dans les énergies gaz fossiles, c'est pas le cas. C'est vraiment deux nouvelles énergies. Et nous, gaz fossile, on estime que c'est notre avenir. C'est-à-dire qu'on a conscience que de toute façon, on ne va pas continuer à consommer du gaz fossile. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas soutenable et ça n'est même pas souhaitable. Par contre, ce qui est souhaitable en tant qu'entreprise, Ouais. c'est de continuer à vivre Oui. en tant qu'entreprise. Oui. Et en l'occurrence, en maximisant, je dirais, l'investissement initial. Et comme les gaz renouvelables peuvent venir se substituer au gaz fossile, oui, effectivement, c'est une volonté de l'industrie gazière que de dire, bah oui, on a des compétences, on a des réseaux qui ont été payés par la société. Mhm. Donc oui, en fait, désolé, on essaie de vous proposer une solution qui est ne pas tout jeter. Bah oui.
En fait, Bien c'est sûr. juste une solution de bon sens. Ouais. Accessoirement, on va continuer à gagner de l'argent. Ben Ouais, oui, ouais. mais comme n'importe quelle entreprise, en fait. Mhm. Je connais pas d'entreprise qui vient vous sauver par bonté de cœur, hein. À part dans le monde associatif, ça n'existe pas. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. évidemment que ces entreprises-là veulent continuer à exister, à gagner de l'argent, mais c'est pas le débat. Non. C'est pas, elles essayent pas de vous refourguer du fossile sous couvert que c'est du verre. Non, Mhm. elles veulent vraiment développer le verre parce Mhm. qu'elles savent très bien que le fossile est mort. C'est ça. Et heureusement. Enfin, voilà. Mais alors qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut arrêter le fossile, Mhm. l'État, je comprends pas pourquoi il dit ah non, mais le gaz vert, je veux pas trop en entendre parler. C'est ça. Ouais. Parce que soi-disant c'est ceci, c'est cela, ça coûterait trop cher. Mais sans, voilà, pour le coup, vraiment d'analyse scientifique, etc. Et Complètement. tous les acteurs de la filière, donc y compris les syndicats, les patrons, même les consommateurs, là, Mhm. récemment, il y a eu plein de tribunes de consommateurs, ils disent, mais c'est n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Qu'il faille faire de la décroissance, donc de la sobriété, de l'efficacité énergétique, oui, ok. Qu'il faille abandonner le fossile, oui, ok. Mais ne jetons pas l'énergie gaz en entier, Ouais. avec tout ce que ça veut dire. Ouais. On serait en train de refaire la même bêtise que de jeter les moteurs thermiques, Ouais, avec bien sûr. toutes les filières qu'il y a derrière, Ouais. toute l'irrigation des territoires, Ouais. alors qu'on peut les verdir, et là, pour le coup, encore plus que pour le coup, les moteurs thermiques. Tout le territoire est quand même arrosé déjà en gaz, donc c'est vrai Oui, qu'on a une facilité à le propager, et un tout le gaz monde ne vert. pourra pas avoir une pompe à chaleur à 10 ou 15 000 euros. Ah non, c'est Enfin, sûr. Non, c'est sûr. c'est- Et non, comment, et on parle comment... je vais juste finir sur ça. Vas-y, bien sûr. Il y a quand même aussi une notion de high-tech et de low-tech. On en parlera peut-être un moment, mais dans Ouais. les énergies ou dans notre transition, il y a un moment, il faut qu'on abandonne le high-tech ou qu'on réserve le high-tech Oui. à des choses qui doivent l'être. Donc un téléphone, ce sera high-tech, ça doit Oui. rester high-tech. Oui. Mais il y a des choses, plus ce sera low-tech, mieux on sera résilient Ouais. face au dérèglement climatique. Ouais. Et la deuxième énergie, pour moi, qui est sous-cotée, et pareil, j'ai pas d'explication, pourtant je l'enseigne, c'est la géothermie. Ouais. Et C'est vrai. notamment la géothermie de surface. Parce que la géothermie profonde a des problématiques. Il faut aller faire des puits. Des forages et tout, ouais. Ouais. Selon le type de forage qu'on fait, certains peuvent être stimulés. Et donc, qui dit stimulation dit en fait potentiellement des problématiques sismiques, etc. Oui. Donc, je comprends que la géothermie de profondeur soit plus polémique. Oui. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il faut tout jeter. Il y a Non. plusieurs technologies. On n'est pas obligé de faire un doublé. Il y a des technologies maintenant où c'est presque on injecte une sorte d'échangeur thermique dans le sol, en fait. Il Ouais. n'y a rien en communication avec le sous-sol. On Ok. met de l'eau qui va dans le sol, qui se réchauffe et qui ressort. Tout Mais bêtement. sans jamais être en Ouais. contact avec le sous-sol. Bien sûr. On est capable de faire ces technologies-là, mais évidemment, c'est plus cher. Mais donc, je mets de côté là, celle de profonde, qui en plus ne peut exister qu'à certains endroits où il y a les couches, etc., mais beaucoup Oui. dans le bassin parisien. On a énormément de géothermie en France, hein, en fait. Hein. Dans le bassin parisien, notamment, il y a énormément de sites géothermiques. Ah oui. Que Ok. personne ne sait, Ben non. mais l'Île-de-France est une des régions les plus couvertes par la géothermie. Et après, il y a l'Alsace. Mais malgré tout, la géothermie de surface, donc la géothermie de surface, c'est le concept d'aller dans le sol pas très profond, parce Oui. que le sol, en fait, il est quasiment tout le temps à la même température, été comme hiver. Ok. Et donc, c'est une source soit de froid en été, Ouais. soit de chaud en hiver. Ouais. Parce que là, en fait, il fait plus froid dehors que dans le sol en hiver, et il fait plus chaud dehors que dans le sol en été. Ça tombe bien avec le dérèglement climatique, on a non seulement besoin de se chauffer, Ouais. mais on a besoin aussi de se climatiser. C'est ça. Et donc, je ne comprends pas que la géothermie de surface ne se développe pas plus, d'autant qu'on ne vit pas tous en appartement. Mhm. Donc il y a quand même beaucoup de maisons ou d'immeubles avec du terrain autour quand on est dans les territoires. Bien sûr. Et donc voilà, là, moi je n'arrive pas à comprendre que la géothermie ne se développe pas plus, associée ou pas à des réseaux de chaleur et de froid du coup. Oui. Est-ce que c'est parce que on n'a pas un grand groupe français de la géothermie alors j'espère ne blesser personne en disant ça, mais en tout cas moi j'en connais pas Oui. qui ait pignon sur rue comme on a eu un EDF, un Gaz de France, Bien etc. sûr. Je pense qu'on paye ça d'une certaine Ah ouais. façon, mais Ah ouais. pour moi c'est une énergie qui est sous-cotée et pour le coup elle est extrêmement renouvelable. Oui. Elle a un impact environnemental qui est extrêmement faible, qui se réduit principalement aux matériaux mis en œuvre, parce qu'il faut Oui. quand même des tuyaux, des machins. Il n'y a pas le choix. Mais comme on est dans son terrain, Oui. généralement, on dérange pas trop l'aspect biodiversité, C'est etc. ça. Donc, voilà, ça ne consomme pas d'eau. Enfin, ça me paraît... Et on consomme donc de l'électricité, parce que forcément, il y a Il faut le faire une tourner. Il y a des pompe, pompes, c'est etc. un groupe froid, Ouais. etc. Donc, il y a l'électricité, mais comme une pompe à chaleur, sauf que c'est des pompes à chaleur, en l'occurrence, avec des COP, donc un rendement énergétique Oui. bien supérieur. Parce que la source, elle est toujours à une super température. Alors que une pompe à chaleur aérothermique, donc qui prend la chaleur de l'air, on veut chauffer en hiver, quand l'air dehors est froid. Oui. Donc c'est compliqué. Alors que là, quand on la met dans le sol est chaud. Donc c'est vachement plus simple. Et on a un rendement de dingue. On parle de COP à plus de 8. Enfin, c'est phénoménal. Ouais, ouais, c'est vrai que Donc- ça n'a rien à voir. Mais là, pour le coup, et ça coûte cher. Mais est-ce qu'il vaut mieux mettre 15 000 euros dans une pompe à chaleur ou, je sais pas, quelques milliers d'euros de plus, finalement, dans de la géothermie? Ouais. Ouais, ce que je pense. Bah, je me rends pas compte des prix. D'ailleurs, ceux qui le savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est quoi, peut-être 20 000 euros Je sais que c'est plus cher, mais la différence, c'est que
il faut installer au départ les puits ou le réseau, etc. Oui, Et la pompe à c'est ça. chaleur, enfin la partie pompe à chaleur, elle va mourir au bout de 10, 15 ou 20 ans. Oui, Mais quand il faudra renouveler le matériel, on n'a pas besoin de refaire le circuit la à partie l'intérieur. du circuit d'investissement. Il n'y a que à racheter la partie pompe à C'est chaleur. ça, Donc finalement, la même chose que la pompe à chaleur aérothermique du départ. bien sûr. Donc il y a l'investissement initial effectivement qui est compliqué, mais Ouais. ça si on le conçoit, on fait des RT 2012, RT 2020. Donc si dans les RT 2020, je sais pas combien, on dit bah maintenant on favorise, bah, on C'est pourrait. ça. Donc, voilà, moi je pense que c'est les deux énergies qui sont sous-cotées aujourd'hui, c'est les gaz renouvelables, Ouais. qui sont une partie de la biomasse, et une partie bien spécifique de la biomasse et des déchets, Ouais. et la géothermie. Ouais, ok, complètement. Ah, mais je te rejoins là-dessus. Et sur la partie justement géothermie, tu disais géothermie de surface, c'est quoi pour expliquer aux gens lambda, aux personnes qui voilà qui sont pas trop techniques, quelle est la surface? C'est quoi justement la profondeur d'une Ah non, mais on géothermie, parle, géothermie? enfin pour moi c'est moins de 1 mètre ou c'est moins de 2 mètres. Ah oui, oui, c'est Ça- vraiment proche, le quoi. bon exemple de la géothermie de surface qui est hyper low-tech, Ouais. c'est le puits canadien. Je sais pas si tu connais le principe du puits canadien. En gros, tu prends normalement dans une maison correctement ventilée, enfin dans une maison dans laquelle tu ne veux pas chauffer les petits oiseaux, l'idéal serait d'avoir une seule prise d'air. Tu aspires l'air de l'extérieur, tu chauffes cet air, tu le restitues dans la maison, et comme évidemment il faut sortir autant d'air qu'il en rentre, tu mets un échangeur de chaleur et l'air que tu expulses, tu échanges ces calories avec l'air qui rentre. Ça, c'est quand tu as une super VMC double flux, c'est dans les maisons modernes, c'est comme ça. Un puits canadien, le principe était un peu. C'était sur le même principe de se dire bah, j'ai de l'air qui doit rentrer et j'ai de l'air qui sort. Alors, ils n'ont pas traité l'air qui sort dans les puits canadiens historiques, mais l'air qui rentre, ils se sont dit bah, plutôt que de faire plein de trous finalement dans mes fenêtres, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de trous dans les fenêtres, etc. Oui, oui, c'est vrai. Je fais une maison plutôt, on va dire, étanche, et en tout cas, je fais en sorte que l'air rentre par un seul trou, que j'ai fait un peu plus loin que ma maison dans le sol, et ce trou, il passe à 1 mètre de profondeur, Mhm. et il arrive après dans la maison. Et toute cette distance faite dans le sol, bah, le sol, il est froid en été, encore une fois, et chaud en hiver. C'est ça. Donc c'est des calories gratuites Ouais. apportées par le sol. Ouais. Ça s'appelle un puits canadien, qui, j'imagine, j'ai pas creusé, mais doit venir du Canada. J'espère pour Je eux. pense. Sinon, c'est comme la salade grecque qui est pas grecque, ou je sais où. C'est Bref. Les tomates, les champignons à la grecque qui sont pas grecs. Bref. Ouais. Euh, un spécial dédicace à ma mère et à sa copine grecque. Ah bah voilà. Donc, enfin voilà, c'est l'idée d'aller chercher ces calories ou ces frigories. Alors, les calories, c'est la chaleur, les frigories, c'est quand c'est du froid, qui sont dans le sol Oui, et qui sont naturellement là. Alors, c'est ça. c'est pas non plus une énergie illimitée. C'est pour ça qu'on parle là de chauffer les bâtiments. C'est pas avec ça qu'on va faire, je sais pas, on va pas faire fondre de l'acier avec l'énergie du sol. Voilà. Encore Non. une fois, toute chose égale par ailleurs, mais pour le problématique du chauffage des bâtiments, qui est quand même un truc qui nous concerne nous, Ouais. c'est pas anodin. Évidemment, ça marche pas dans les appartes. Ouais. On est d'accord, ça résout pas le problème de Paris et son agglomération. Donc, Non. donc du coup, il y a 1/6 de la population qui ne se sent pas concernée, donc du coup, c'est pas un sujet. Bah, en fait, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison là-dessus. On peut vite avoir à l'échelle, en tout cas, des personnes qui vont être pas du tout intéressées et donc forcément. Sachant qu'en plus, l'ironie de l'histoire veut que la région parisienne, qui est la plus dense de France, soit celle où il y a de la géothermie profonde. Oui, Donc en plus, on pourrait de toute façon mieux, encore plus développer la géothermie profonde pour les réseaux de chaleur de Paris et son agglomération. oui. Et donc on aurait bien une France un peu plus géothermique qu'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et justement, selon toi, j'ai parlé même d'un point de vue Europe. Est-ce que tu penses qu'on est plutôt en avance, qu'on est à l'heure, entre guillemets, ou plutôt en retard par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur les continents extérieurs? Sur la transition écologique, je vais dire joker. Ouais, Je ne voudrais pas critiquer mon pays, je ne suis pas sûr qu'on soit au rendez-vous. ouais, ok. Moi C'est large comme personnellement, question, je suis très déçu de la dissonance entre les discours qui sont très volontaristes et Oui. les faits. Oui, Après, je ne suis pas un homme politique. Je Oui, ne oui. sais pas la difficulté que c'est de faire cela, etc. Donc, c'est Bien trop entendu. facile de critiquer. Ouais, ouais. Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on n'est pas au rendez-vous. ouais, ok. On n'est pas au rendez-vous à l'aune des connaissances qu'on a. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais on peut pas dire qu'on fait rien. On peut pas dire qu'on est inconscient de cette situation, etc. Non, bien sûr. Par contre, sur ce qui est de la transition énergétique, je pense qu'on fait, on fait un peu cocorico parce qu'on a eu ce coup de nez dans les années 70 avec le nucléaire. Oui. Qu'on est bien content qu'un des aspects, parce que c'était pas ça le départ, hein, le côté CO2 du nucléaire, quand on a développé le nucléaire, c'était pas le sujet. Ah, ouais, bien sûr. Mais par chance, le nucléaire émet peu de CO2, en tout cas si on fait sur la production nucléaire en elle-même zéro, et c'est sur le cycle de vie complet, donc le fameux ACV dont je parlais tout à l'heure, que Ouais. bah, forcément extraire des minerais à l'autre bout de la planète, les transporter, à un moment, il y a une empreinte environnementale, et donc il y a un peu de CO2.
Donc ça émet un peu de CO2, mais c'est pas l'usine nucléaire qui émet du CO2, c'est le cycle de vie complet de l'énergie électrique. C'est comme Bien les sûr. éoliennes. Quand on dit que les éoliennes ont un poids CO2, Oui. c'est pas l'éolienne en tant que telle qui émet du CO2. Non, non, C'est bien le fait sûr. de fabriquer une éolienne C'est ça. qui a fait qu'on a émis du C'est le CO2 à un cycle de vie moment. complet. Ouais. Voilà, Ouais. c'est ce fameux cycle de vie complet. Ouais. Donc c'est pour ça que le nucléaire émet du CO2 en cycle de vie complet. Mhm. Mais je pense que voilà, on est content d'avoir fait ça et de se dire et de regarder les Allemands et de se dire ah, vous avez abandonné votre nucléaire, vous avez fait l'énergie 22, donc le C'est tournant ça. vers l'énergie verte. C'est ça. Mais comme vous avez eu des difficultés à l'implémenter et que Ouais. c'est pas facile à faire, Oui. vous avez été et que vous n'avez pas assez fait de sobriété et d'efficacité Mhm. énergétique, vous avez été obligé de trouver de l'énergie. Bien sûr. Le verre ne montait pas assez vite, vous avez arrêté d'un coup tout votre nucléaire, C'est ça. il y avait que le fossile. Ouais. Et donc du coup, ils n'ont pas une empreinte environnementale, une empreinte CO2, pardon. Enfin, elle est extrêmement élevée Oui. par rapport à la nôtre. Ok. C'est ce que, enfin, il y a beaucoup de publications qui à chaque fois comparent le poids en CO2 de l'énergie électrique allemande versus l'énergie électrique française. Et il n'y a pas photo. On a eu un nez énorme en faisant ce nucléaire-là. Mais C'est ça. voilà, est-ce qu'on peut dire... Mais c'était pas pour cette raison-là qu'on l'a fait. Non, C'est non. un peu trop facile aujourd'hui de faire cocorico, on est les meilleurs, alors que c'est un coup de chance. sur ce Ouais, coup-là. c'est ça. À la décision, il n'y avait pas de réflexion là-dessus, quoi. C'est comme, enfin, les Norvégiens sont très forts en énergie renouvelable. Bah oui, en fait, ils avaient plein de torrents de Oui. fonte de glace. Ils ont juste eu la bonne idée de mettre des barrages hydroélectriques. Je suis pas sûr, je veux pas leur faire offense, je suis pas sûr que c'était pour des raisons purement écologiques au départ. Je pense que c'est des raisons purement pragmatiques. On a cette ressource-là, souveraine, pareil, mais de période de choc pétrolier, alors que c'est un pays pétrolier avec quand même conscience de la finitude du stock, ils se sont dit c'est quand même dommage de tout miser sur le pétrole alors qu'on a de l'hydraulique. Et ils ont fait les deux au final. Ouais. Ils ont gardé l'hydraulique pour eux, ils vendent le pétrole pour les autres, ils gagnent plein d'argent dans leur fonds souverain, et eux, ils ont pas de problème de système de retraite. Bon, Exactement. c'est l'avantage c'est un des rares pays pétroliers Ouais. qui a su bien gérer sa rente pétrolière. C'est ça. Donc autant Ouais. le souligner. Ouais. Mais parce qu'ils se sont pas dit j'ai du pétrole, donc je m'arrête de réfléchir. Je fais que du pétrole. Ouais. C'est vrai. C'est ce que j'en reviens. À un moment, on a un pays, il a des ressources. Faut pas s'arrêter Que sur une seule. dès qu'on a résolu son problème, on s'arrête là. Ouais, non. Il faut être toujours assez large et regarder un peu ce qu'on a autour parce que, puis en plus, on est un pays qui C'est est du hyper, pur asset management. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a un asset, c'est un actif, c'est le territoire avec Ouais. ses forces, ses faiblesses. Il exactement. faut en tirer le meilleur. Tout bêtement. Enfin, Et là, sur ce coup-là, les complètement. Norvégiens, voilà, eux ont eu du nez aussi. Effectivement, Ouais. ils ont été intelligents de ce point de vue-là. Alors après, aujourd'hui, ça pose un vrai problème de se dire qu'ils ont une conscience écologique, mais ils continuent à exploiter du pétrole et du gaz. Bon, après, ça, c'est leur dissonance cognitive à eux. Je Bien leur sûr. laisse. Ouais. Mais en Chaque attendant, ils nous pays, fournissent du pétrole et du gaz dont on est bien content d'avoir pour rouler ou pour se chauffer. Donc, Exactement, merci. C'est vrai. T'as raison là-dessus. Bah écoute, super, Bruno, tu vois, on a fait quand même un bon tour. Je pense qu'on pourra encore discuter des heures. moi, à part le fait que j'ai une contrainte horaire, je peux rester là encore C'est ça, longtemps. c'est ce que je me C'est dis très aussi. agréable. J'espère que c'est agréable pour tes auditeurs. Moi, je sais pas. Voilà. Ouais, complètement. Non, mais si, c'était très, très intéressant. Et j'ai encore une question finale qui est plutôt à titre de vision du futur. Qu'est-ce que, dans 20 ans, quand on regarde cette période de transition, qu'est-ce qui te semble aujourd'hui le plus probable? C'est-à-dire que si on se projette, on est 20 ans plus tard. J'ai posé ma question un peu différemment. C'est pas une question qui me plaît comme ça. 20 ans plus tard, on est là. Quel message tu aimerais entendre d'aujourd'hui qui pourrait être effectif ou qui pourrait être intéressant dans 20 ans, dire bah, putain, Bruno il avait raison, par exemple. Ah, moi je pensais pas que tu posais cette question-là. Je pensais que tu allais me poser la question qu'est-ce qui, dans 20 ans, quand les gens regarderont en arrière et regarderont aujourd'hui, se diront mais ils étaient complètement fous. Ouais. Et je l'aurais plus vu comme ça parce que c'est plus ça, moi, qui me choque aujourd'hui, c'est ce débat qu'il y a entre les ENR et les anti-ENR, les nucléaires, les anti-nucléaires. Très bonne question. Moi, c'est le d'ailleurs, truc qui me sidère le plus, c'est-à-dire que on peut avoir un avis personnel sur Bien sûr. aimer le nucléaire, pas le nucléaire, trouver que les panneaux que l'éolien c'est moche, ok, pas de souci. Mais factuellement, on parle de 2 ou de 3, peu importe, de différentes sources d'énergie qui toutes émettent le minimum qu'on sait faire de CO2. Donc, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est sur tout le reste qui en émet. Et arrêtez de vous battre. Et je pense que ça, c'est le truc le plus ridicule à l'échelle du long terme, de se dire ils étaient en train de se foutre sur la gueule entre une énergie bas carbone et une autre énergie bas carbone. Alors que 75% de leur mix était carboné. Parce qu'à la rigueur, qu'on soit dans un mode, on a déjà tout décarboné. Et là, on se dit, bon, plutôt nucléaire ou plutôt ENR.
Ouais. Ou, je sais pas, on arrive à faire la transition, on atterrit à un mix énergétique, disons, allez, 30% nucléaire, 70, enfin, donc quasiment 100% électrique, parce qu'on a réussi à tout électrifier. Allez, un reliquat de biomasse, parce que quand même, j'espère qu'il y aura, enfin, j'espère, on a de la biomasse, donc autant l'utiliser intelligemment. Donc on aura voilà, de l'électricité et de la biomasse avec un S. Et dans l'électricité, on se retrouve avec un mix, disons, 50-50 nucléaire ENR. Mhm. Là, ok, que dans 20 ans, on se dise, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? C'est ça. Est-ce qu'on continue le nucléaire, Ouais. qui sera différent d'ailleurs dans 50 ans qu'aujourd'hui, mais Bien sûr. ou est-ce qu'on se dit, bon, allez, on arrête et on se base uniquement sur les ENR plus batterie? Ok, ça, c'est un débat qu'on peut avoir quand on a réussi à décarboner. Complètement. Mais aujourd'hui, on est là, comme deux cons, à regarder un bout de la pièce, ça. alors que derrière nous, Ouais. ça brûle du charbon, Ouais. du pétrole, Ouais. du gaz fossile, Ouais. et que surtout, non, non, ça on regarde pas. Et donc c'est ça, moi, que je trouve le plus sidérant aujourd'hui, et le Shift Project l'a extrêmement bien illustré récemment en faisant un exercice pas facile de rapporter toute notre consommation indigène, donc française, en énergie. Ouais. C'est-à-dire en tenant compte de si tu as acheté un truc sur Amazon produit en Chine, Mhm. comme je connais le mix énergétique de la Chine et que je sais qu'il faut tant d'énergie pour produire le truc que tu as acheté, Oui. alors c'est comme si tu avais acheté tant de charbon chinois, tant de pétrole chinois, etc. Ouais. Et donc tu transformes tout ce que tu achètes Ouais. en biens, Ouais. en énergie, Oui. telle qu'elle est produite dans les pays. C'est ça. Et là, tu mesures réellement l'exposition d'un Français aux énergies fossiles. Ouais. Et là, donc, je t'ai dit à peu près sur 1500 TW d'énergie qu'on consomme en France, il y a à peu près 500 TW d'électricité. Ouais. On peut dire que notre électricité aujourd'hui, elle est quasiment toute décarbonée, puisque Ouais. c'est 70% de nucléaire, le reste c'est des ENR. Oui. Il y a marginalement encore, il y avait encore du charbon il y a peu, mais c'était déjà très très peu, et il y a quasiment plus de gaz. Donc on a déjà, donc, tout le reste, gaz, pétrole. Un peu de géothermie, un peu de biomasse, mais gaz, pétrole. Mais ça, c'est la France. Tu dézoomes en faisant ce travail du Shift Project, ça devient ridicule. Donc on est en train de se battre dans un pouillem du pouillem pour savoir ENR versus nucléaire, alors que tout ce qu'on bouffe, c'est du charbon. En fait, on se rend pas compte, mais je crois que, alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais je crois que la première énergie qu'on consomme, finalement, c'est du charbon. Mais oui, mais Ouais. le mix énergétique mondial est charbon, puis pétrole. Ouais, c'est ça. Donc forcément, ça se retrouve dans les biens de consommation français. Eh oui. On a réussi à avoir une production d'électricité, elle, qui est décarbonée, mais c'est un pouillem de l'énergie totale que tu consommes. Bien sûr. En tout cas, qui fait que ta vie existe. Oui. Ah ouais, complètement. Et donc, moi, c'est ça qui me sidère aujourd'hui. Et que j'espère que dans 20 ans, voilà, le message, j'espère qu'à un moment, des gens vont prendre cette hauteur de vue et se dire, est-ce que le débat, il est à ce niveau-là ou il n'est pas ailleurs? Il y a même des pensées, enfin des gens qui réfléchissent à ça, et je pense que la réflexion mérite d'être posée, de se dire, est-ce que c'est pertinent d'investir de l'argent à décarboner encore plus Mhm. des usines qui sont déjà très décarbonées en Europe, Mhm. ou ne faudrait-il pas prendre cette même somme d'argent et la co-investir avec des pays qui, eux, partent d'une situation beaucoup plus carbonée que nous? Bien sûr. Et là, on parle de rentabilité en tonnes de carbone évité par rapport au dollar investi. Ouais. C'était ce que faisait l'Agence française de développement, pas sur les énergies, mais sur le développement, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture. De se dire, ça n'a pas de sens d'être dans un pays où on a de l'eau, des médicaments, de la nourriture, alors que le reste du monde meurt de faim, d'eau, etc. C'est ça. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'aussi au niveau énergétique, est-ce que ça a du sens, nous, d'être plus blanc que blanc, Ouais. d'être plus décarboné que décarboné, alors que finalement, les produits qu'on achète et qui sont importés sont dans des pays où ils brûlent du charbon, où ils polluent les rivières, Ouais. où ils détruisent les écosystèmes, parce qu'on leur donne pas les moyens de faire autrement. C'est ça. C'est pas leur kiff, hein. Non, non. C'est Ouais. juste qu'il y a un problème pas de les transfert moyens de valeur, aussi. etc. Bien sûr. Donc, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'à un moment, on n'aurait pas, parce que le dérèglement climatique, encore une fois, hein, il nous concerne tous. Ouais, ouais, c'est Alors, ça. à des latitudes, à des degrés divers. Oui. L'ironie du sort veut que ce soit ceux qui sont les moins contributifs au dérèglement climatique qui vont se le prendre le plus dans la face. Ouais, ouais. Et dans les Quelque chose, pays ça. qui Ouais. ce seront en plus ceux qui sont les plus modestes, etc. Donc il y a une double inégalité face à ce dérèglement climatique-là. Mais même sans ça, Ouais. même Elon Musk Ouais. s'ouvrira du dérèglement climatique. Bien sûr. Et je ne veux pas casser ses rêves. Je ne pense pas qu'il décédera sur Mars. Je pense qu'il restera sur la planète Terre. C'est le seul vaisseau habitable qu'on ait aujourd'hui. Et que même si c'est beau de rêver la colonisation de Mars, même si on y arrive, c'est pas ça qui va sauver la planète. Donc je pense que même lui va être concerné dans sa chair par le dérèglement climatique. Lui et ses je ne sais pas combien d'enfants. Bien sûr. C'est Parce vrai. qu'il y en a beaucoup. J'ai vu encore une fausse photo de famille de lui. Bref. Et donc,
Voilà, on sera tous concernés. À des Ouais. degrés divers, on sera tous concernés. Bien Donc sûr, j'espère juste que voilà, les habitants de la Terre dans 20 ans, et j'espère encore en faire partie, parce que je suis pas si vieux que ça quand même, auront réussi à prendre cette hauteur de vue et à collaborer ensemble. Mais honnêtement, enfin, moi je suis sidéré de voir l'état du monde aujourd'hui en 2026. ouais. Ce qui s'est passé sur Hormuz, ce qui se passe aujourd'hui en Europe de l'Est avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mhm. Enfin voilà, moi c'est des choses à ton âge que je pensais totalement impossibles. Et derrière moi, Bien sûr. enfin, et je pense à mes grands-parents qui ne sont plus tous de ce monde, qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je pense pas qu'ils s'imaginaient qu'on reviendrait dans une sorte de dérèglement, de chaos. Et voilà. Exactement, ouais. Ouais. Et c'est arrivé assez vite. Et 20 ans, bah, c'est 20 ans, aussi c'est demain, passé. hein. Exactement, c'est passé très rapidement aussi. Donc, Pour moi, c'était hier, hein, personnellement. ouais. Bah, 2006-2026, c'est pas énorme, hein, Non. complètement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai l'impression que moi aussi, 2006-2006, c'était pas si loin que ça. Et ça passe très vite. Et pour le coup, ton message est plutôt intéressant. On verra ce que ça va donner dans 20 ans. On regardera notre vidéo. Alors, et mon message, et ça c'est ce que je redis aussi à mes étudiants. Alors j'ai la chance enfin je suis pas prof, mais je donne un cours par an, c'est pas voilà. Mais du coup j'ai la chance d'avoir une classe d'âge en face de moi qui a justement une vingtaine d'années de moins que moi. Oui, Et ce que je leur dis à chaque fois, c'est que on a une responsabilité collective, etc. Mais vous, jeune génération, vous ne devez pas vous désintéresser de cette question-là. c'est ça. Vous ne devez pas vous dire c'est tellement insurmontable. Vous êtes quand même, euh, je pense, ceux qui peuvent nous sauver. Alors je dis pas que tout repose sur vous, je veux pas non plus vous donner ce poids-là, Toute la cette responsabilité. responsabilité-là, c'est hors de question. Mais il faut que vous vous mêliez de ces sujets-là. Moi, c'est ça mon message. C'est vous ne pouvez pas être étranger à ça. Vous ne pouvez pas simplement dire c'est trop dur ou c'est pas de ma faute, c'est trop tard. Vous avez sans doute raison. Mais on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde et on a surtout besoin des jeunes générations. On a aussi besoin des anciens. On a besoin de ce qu'ils ont, de leur, voilà, de leur expertise. Ils ont connu un monde différent. Ils savent qu'on est capable de vivre autrement. Hein, quand on parle de consommation, ils ont connu un monde où il n'y avait pas. Donc, ils sont là pour nous montrer que c'est possible. Et ils ont très bien vécu. Enfin, ils ont très bien vécu. Ils sont pas malheureux. Enfin, je veux dire, chaque génération a eu ses difficultés, mais on est capable de vivre sans certaines choses qu'aujourd'hui on estime indispensables. Donc, on a besoin de cette. Voilà, c'est la force d'avoir des êtres humains qui vivent sur à peu près un siècle. Donc, ça fait 4, 5 générations qui cohabitent ensemble. C'est une Ouais. richesse. C'est Encore, ça. on parle de ressources. C'est une richesse. Ouais, bien sûr. Sachons l'exploiter. Là, aujourd'hui, on est en train de mettre les générations les unes contre les autres. Bah, c'est pas comme ça qu'on va affronter ensemble un problème qui nous concerne tous. C'est ça. Alors, quelle que soit la part de responsabilité des uns, des autres, là, il y a des débats politiques à avoir. Pas Ouais. dessus. On est d'accord. Ouais. Mais à un moment, il faut que cet esprit de. Ah, on est tous ensemble dans le même bateau. On est tous ensemble sur le même bateau, c'est vrai. Et ça, on a tendance des fois à l'oublier. Enfin, du moins, on sait qu'il y a des générations peut-être qui sont un peu plus fermées. Alors, il ne faut pas non plus critiquer n'importe qui, et ni généraliser. Mais j'entends ton message. Et c'est vrai que les plus jeunes, j'en ai fait partie, quand j'avais 20 ans, je n'avais pas du tout la tête à la politique. Je me suis intéressé un petit peu après. Et c'est là que je me suis dit, il y avait un intérêt en fait. Il y avait un intérêt de s'y intéresser il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est le message qu'on peut faire passer aussi aux plus jeunes. C'est vraiment important qu'ils comprennent ça. On l'a un peu abordé, mais toutes les entreprises aujourd'hui, elles font des choses parce qu'il y a des règles qui leur imposent de faire ça. Exactement. Une entreprise, elle est là pour apporter un service. Et elle essaye de le faire de la meilleure façon possible, Exactement. au meilleur prix, Oui. parce que c'est ça son ADN. Une entreprise, elle est là pour entreprendre, produire des choses. Et il faut leur rendre ça, elles le font, et elles le font très bien. Mhm. Mais le cadre, ce sont les citoyens qui le posent. C'est ça, Et donc chacun a un rôle à jouer. Les entreprises en respectant le cadre, bien sûr. et en informant, en faisant de la recherche, etc., en informant les décideurs de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, Ouais. de l'effort à faire pour rendre l'impossible possible, etc. Donc, Ouais. elles ont cette responsabilité-là. Tout à fait. Et les citoyens ont la responsabilité de poser le cadre. Tout à fait. Ouais. Donc, on peut pas... faut arrêter de se rejeter, c'est la faute de machin, et moi, je fais pas d'effort parce que l'autre, il en fait pas. Non. Alors, effectivement, c'est pas simplement en pissant sous la douche qu'on va résoudre le dérèglement climatique, mais chacun doit contribuer, et il faut pas se désintéresser de la question. Ouais, c'est ça le plus important. Ouais. Donc, super. Bah écoute, Bruno, génial. On a fait, j'ai pas regardé le temps, mais je pense un J'espère peu que tu as plus, regardé, parce que moi, j'ai pas regardé non plus. un peu plus d'une heure, en tout cas, de tournage, c'est sûr. Merci beaucoup pour ton intervention et tout ce que tu as pu nous apporter en information, parce que c'est important d'avoir cette vision de quelqu'un qui a travaillé depuis des décennies. Enfin, décennies, il faut pas abuser non plus. T'es Ah, pas ça, non je suis plus. pas si vieux que ça. Ouais, hein. c'est ça. C'est ce que J'ai commencé à travailler en 2002, en 2026. Voilà, ça va. Comme je n'en suis qu'à la moitié de ma carrière. Exactement. Compte
tenu de l'âge départ légal à la C'est retraite, ça. je n'ai fait que la moitié de ma carrière. C'est Donc, ça. Mais c'est vrai que du coup, tu as connu toute cette transformation entre le pétrole et aujourd'hui les énergies renouvelables, entre guillemets. Donc toute cette phase de transition qui est très importante en ce moment, qu'on n'a pas connue avec une aussi grande importance il y a bien avant ça. je pense que chaque époque a eu ses transformations, mais la chance que j'ai, c'est que moi, j'étais dans l'industrie. Voilà. Donc, un message, moi, je dis aux jeunes qui cherchent des voies, s'il y a bien des métiers qui sont extrêmement intéressants, pour moi, c'est les métiers manuels Ouais. et les métiers de l'industrie. Ceux où on produit quelque chose, où on contribue à produire quelque chose de tangible. Je veux pas dévaloriser les autres métiers, c'est pas le sujet. Mais quand vous êtes dans ces métiers-là, que ce soit donc ce que à mon époque on appelait le secteur primaire et le secteur secondaire, eh ben on est dans le concret. Ouais, tout Et à on fait. voit plus, je trouve qu'on voit plus les mouvements de fond et la réalité du terrain et de ce qui se passe. Et en tout cas, moi, j'ai Exactement. fait ma carrière dans ce qu'on appelait le secteur secondaire, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est cette expérience que j'ai, qu'aujourd'hui je mets au service de mon syndicat, Tout à fait. principalement, de mes étudiants en leur faisant mon cours, et puis de mes clients au sein de mon entreprise. C'est génial. Et non, c'est passionnant. Donc voilà, moi, l'industrie m'a passionné, c'est un secteur passionnant, qui Complètement. donne pas envie, je sais, il y a beaucoup de jeunes qui trouvent que c'est, voilà, je me disais au début, c'est moche, ça pollue, etc. Mais elles changeront, ces entreprises ne changeront pas si on n'y va pas. Donc, Déjà. Et puis on en a besoin. et puis c'est pas aussi vrai que ça. Quand on creuse, quand on gratte derrière, il y a plein d'entreprises vertueuses qui sont remplies d'hommes et de femmes qui simplement veulent faire correctement leur travail. Exactement. Personne n'aime polluer. Enfin, il y a très peu de psychopathes dans la. Voilà, c'est faut. Il y en a, mais il y a Il y en pas. a, mais je veux dire, c'est pas. Voilà, C'est pas ça qui dirige forcément les Non. industries. Et ça, on l'oublie assez souvent parce qu'on donne une image industrielle, comme tu disais, très polluée. Alors qu'en vérité, aujourd'hui, il y a quand même un gros mouvement qui s'est fait. Et il y a beaucoup d'industriels qui se sont alignés. Moi, j'en ai équipé, d'ailleurs, aussi, sur des énergies. Et on voit qu'il y a clairement de l'évolution là-dessus. Et il ne faut pas l'oublier. Il faut surtout leur féliciter, pardon, parce que bah, ils ont osé passer le cap, ils ont osé investir dans ces énergies pour s'améliorer. Et ça, pour une entreprise, un entrepreneur en tout cas, bah, c'est quelque chose de fort. Enfin, on se jette encore une fois dans le vide sur quelque chose qui est peu connu ou qui n'est pas forcément très aidé pour justement le bien-être de tout le monde. Et ça, faut les féliciter pour le coup. Donc merci Bruno, merci de ton Merci à intervention, toi. ton expérience, tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. En tout cas, moi j'y répondrai. Bruno, s'il le souhaite et s'il a le temps, parce qu'il est très occupé, pourra répondre aussi éventuellement aux commentaires. En tout cas, on est là. Vous pouvez vous enregistrer sur ma chaîne pour justement regarder tous les autres acteurs qui peuvent intervenir chez nous. Ça va être hyper dense, hyper intéressant ces prochains mois. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à publier, à partager, tout ce que vous voulez en tout cas, et à nous soutenir, tout bêtement. On est là pour ça. Merci Bruno. Et puis bah moi je pense que je pourrais être invité une seconde fois parce qu'il y a tellement de sujets à parler ensemble qu'on pourra refaire d'autres vidéos, en tout cas si ça t'enchante, et quand tu reviens sur Paris. Avec plaisir. Encore merci pour l'accueil et pour l'échange. Super, merci et à très bientôt. À bientôt.